C'est quand même chaud. Oui, en fait, si je comprends bien, c'est en fait Pierre qui parlera deux fois. Pierre Au départ, il là. commence. Moi, je commence ici. Non, il commence. Ouais, d'accord. Ensuite, vous, c'est là. Après, vous, c'est à nouveau là. D'accord. Mais en fait, c'est Pierre qui parlera deux fois, une fois à la fin et une fois au début. Ah, d'accord. Oui, c'est pas En quelque sorte. Oui, c'est pas. C'est plutôt à la fin de 3 et 4 que tu. Je ferai une transition. Que tu parles deux fois. D'accord. Non, mais je ferai une petite transition. Ouais. Bon. Question. Vous avez le feu vert pour commencer ou pas? Je sais pas. C'est Léon quand même. C'est Léon qui donne le feu vert. Bonsoir à tous. Oui, Léon a donné le feu vert, c'est bon. Est-ce que le son est correct? Oui, merci. Donc bonsoir d'être venus nombreux pour écouter donc Pierre Dardot à ma gauche et Christian Laval à ma droite, qui sont tous les deux des co-auteurs et qui sont également, pour avoir discuté avec eux de manière approfondie sur cette question, qui sont dans l'indiscipline. Pierre Dardot est philosophe et Christian Laval est sociologue. Tous les deux sont enseignants et chercheurs à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, mais ils se situent donc dans une démarche qui est largement indisciplinaire, sachant que l'un des points communs à leur démarche est de partager une réflexion approfondie sur l'approche marxiste. Ils ont coécrit donc ensemble commun essai sur la révolution du XXIe siècle paru à La Découverte, et également Marx prénom Karl paru chez Gallimard. Donc ce soir, ils vont évoquer dans le prolongement dans leur livre précédent, et en prenant un grand recul par rapport à l'actualité qui peut paraître violente, la problématique, comment le néolibéralisme défait la démocratie, sachant que la séance de ce soir s'inscrit dans le cadre donc d'un petit cycle intitulé Violence contemporaine, dont je vais restituer un petit peu le cadre de réflexion. Il s'agit donc, à travers une petite dizaine de séances, de réfléchir sur l'historicité, la complexité, mais également des grilles d'analyse multiples donc de ce phénomène qui entretient un rapport spécifique à ce qu'est notre contemporanéité. On peut considérer que dans la dizaine de séances consacrées donc à cette thématique, 3 dimensions du phénomène violence contemporaine sont articulées et sont présentes de manière diverse, bien sûr, selon la séance. La première dimension, c'est qu'il est intéressant et important de faire la généalogie de ces violences contemporaines que l'on peut faire remonter dans le temps aux années 1980, cette fameuse décennie des années 80, au cours de laquelle on a pu observer une mutation profonde du capitalisme globalisé, triomphant dans ses différentes dimensions, la société post-industrielle, société donc promouvant un capitalisme dit cognitif, promouvant l'économie de la connaissance, mutation également promouvant la victoire du néolibéralisme économique comme idéologie, également comme ce qu'on peut appeler la doxa, c'est-à-dire l'opinion largement partagée dans la population, également source d'inégalités économiques et sociales. Donc on voit qu'on a une série donc de mutations qui sont imbriquées dans cette décennie, et cette mutation en profondeur a pu laisser croire donc à certains que c'était la fin de l'histoire, puisque le libéralisme avait gagné. Deuxième dimension, c'est l'observation que, en quelque sorte, on a un cumul de 2 types de violences contemporaines, au moins depuis les attentats du 11 septembre 2001, puisque d'un côté, on a le déploiement de violences internes
aux sociétés donc capitalistes et démocratiques, qui se manifestent notamment par des remises en cause de la démocratie dite représentative, par l'accroissement des inégalités ou encore par la montée des populismes, terme bien sûr ambivalent qui est susceptible de plusieurs définitions et qui sera sûrement donc évoqué de manière critique ce soir. Deuxième type de violence, c'est le surgissement de violences externes, donc liées à la montée en puissance d'un fondamentalisme religieux et qui se manifeste par l'intrusion d'actes donc terroristes spectaculaires. Troisième dimension dans cette petite dizaine donc de séances, c'est le constat et la nécessaire prise en compte d'une pluralité de grilles d'analyse éventuellement divergentes concernant donc cette violence radicalisée. On a pu observer que certaines approches mettent un focus particulier sur les causes intrinsèques au capitalisme globalisé. C'est le cas, a priori, ce soir. Donc vous êtes dans cette perspective. Vos travaux peuvent être mis également en parallèle avec d'autres travaux, comme ceux de Luc Boltanski. Donc on peut citer son livre « Rendre la réalité inacceptable » ou encore plus récemment vers l'extrême extension des domaines de la droite, ou on peut également mettre en parallèle vos travaux avec ceux de l'anthropologue David Graeber, qui est l'auteur de La dette 5000 ans d'histoire, ou encore, plus récemment, Bureaucratie. Deuxième type de focus, donc sur ces violences contemporaines, eh bien, il y a des approches qui insistent sur des causes spécifiques à la radicalisation djihadiste, par exemple. Olivier Roy parle de présentisme mortifère. Gilles Kepel, de son côté, dans une optique très différente, insiste sur la radicalisation de la culture musulmane, ou François Burgat, dans une optique encore différente, met le focus sur des souffrances post-coloniales, donc de jeunes des banlieues. On voit qu'on a véritablement un pluralisme des approches et il est important à Cité Philo, donc au fil des séances, de restituer donc ce cadre. Plus précisément, donc ce soir, à l'intérieur de ce cycle, donc violence contemporaine, la problématique donc de ce soir est contenue en fait dans le titre explicite du livre, ce cauchemar qui n'en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, donc paru à La Découverte. Donc ce livre comporte plusieurs dimensions que je ne fais qu'évoquer en guise, afin de terminer donc cette introduction. D'abord, on peut se poser la question, en quoi le néolibéralisme génère-t-il de la violence? Et je vais me permettre une citation donc, que l'on trouve, page 15, donc, vers le début donc, du livre, à propos où vous faites référence à Antonio Gramsci dans ses cahiers de prison. La logique dominante se nourrit des crises et ne cesse de nourrir à son tour des phénomènes morbides, monstres impitoyables et terrifiants, qui entendent asservir la société à des principes ethno-identitaires, des monstres d'autant plus inquiétants qu'ils grossissent avec la colère sociale et s'alimentent les uns les autres de leur haine mutuelle. Donc je pense que vous mettez le doigt de manière profonde et structurelle sur ces violences, une dimension de ces violences contemporaines, et d'une manière singulière, avec un focus particulier, à savoir que cette violence, selon vous, résulte d'un face-à-face entre l'économique d'un côté et le politique de l'autre. Et de ce fait, me semble-t-il, votre démarche au fil des livres et du livre dont il est question ce soir vise à combler, en fait, en quelque sorte, un chaînon manquant dans la connaissance de nos sociétés capitalistes et démocratiques. Pourquoi dire ça? Parce que les économistes, d'un côté, ont souvent du mal à appréhender donc la dimension politique, donc des phénomènes relatifs donc au capitalisme. L'économie politique est loin de nous, cette tradition qui a été critique, donc qui a été instaurée par des philosophes au départ, et parallèlement, on peut considérer que les politistes et les philosophes, lorsqu'ils évoquent des mécanismes économiques, eh bien, le font en termes généraux, sans entrer forcément dans le détail. Or, ce détail est important lorsqu'il s'agit de restituer les méandres de la théorie économique, par exemple la théorie dominante, dite néoclassique, qui remonte à la décennie des années 1860, ou encore des mécanismes économiques précis relatifs à la monnaie ou à la dette, qui expliquent donc qu'on a une logique de puissance qui met en danger donc l'ordre démocratique. Donc l'intéressant dans votre démarche, c'est que vous allez établir une sorte de regard croisé entre le point de vue du philosophe et le point de vue du sociologue et économiste.
Autre aspect, vous mettiez le doigt sur une accélération actuellement de sortie de la démocratie qui apparemment résulte d'une série d'additions de causes disparates. On a la crise financière, la crise de la dette, l'arrivée des réfugiés syriens, les attentats terroristes, la montée électorale de l'extrême droite. Or, dites-vous, au-delà de cette addition de causes apparemment disparates, eh bien, il y a en fait une cause plus profonde, une sorte d'universalisation d'un système néolibéral, entre guillemets. Cette notion est au cœur de votre ouvrage, bien sûr, je vous laisserai la détailler. Et d'emblée, on peut dire que pour vous, ce système néolibéral, ce n'est pas de l'hyperlibéralisme. D'accord ? Il faut distinguer donc le néolibéralisme et l'hyperlibéralisme. Je serai rapide là-dessus. Pour vous, le système néolibéral, c'est une rationalité qui a tendance à être unique et qui va imposer donc un double impératif, un impératif de concurrence et un impératif de sécurité en même temps. Et qui a tendance à faire système. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de processus font qu'il y a un auto-renforcement, d'accord, de ce néolibéralisme. Je terminerai en évoquant justement cette actualité brûlante qui, me semble-t-il, peut être éclairée par votre démarche qui, elle, prend du recul. Cette actualité brûlante, c'est notamment le vote Trump aux États-Unis. On peut se poser la question de quoi Trump est-il le nom ? Qu'est-ce qu'en fait que le populisme ? D'accord ? Voilà, la réponse à cette question n'est pas si simple que ça. On peut faire le lien entre deux séances de ce cycle violence contemporaine. Une séance qui a eu lieu exactement ici, il y a une semaine, qui s'appelait la bienveillance en question. Et on peut contraster donc les deux points de vue. On peut contraster à propos du populisme, effectivement, deux points de vue. Donc d'un côté, dans cette séance sur la bienveillance, le philosophe Yves Michaud soutenait qu'au-delà de la forme républicaine, c'est l'idée même du contrat social, de Baudin à Rousseau, en passant par la lumière radicale, qui est mise en danger, et c'est le fondement même de la souveraineté qui est en cause. Donc il insiste en fait sur la faiblesse présumée de nos démocraties contemporaines. Vous, de votre côté, votre analyse, me semble-t-il, est de ce point de vue-là très différente. Vous insistez sur un surcroît de puissance de l'oligarchie, qui va empêcher en fait nos démocraties de devenir des démocraties de devenir des démocraties effectives. Et je terminerai sur une citation, une parmi 1000 de Donald Trump pendant sa campagne, citation de Trump donc: je pourrais m'installer au milieu de la 5e avenue de New York et tirer sur les gens, je ne perdrai aucun électeur. D'accord ? Pourquoi évoquer donc cette formule ? Eh bien, on peut considérer, d'un certain point de vue, que cette formule résume une relation de proximité présumée, je dis bien présumée, entre un leader politique démagogue, d'un côté, et certains électeurs, d'accord, qui protestent contre ce qu'ils nomment le système. Donc je terminerai là-dessus, avant de vous laisser la parole. Donc système, c'est bien sûr un terme qui pose problème, puisque vous-même, dans votre analyse conceptuelle, bien sûr, vous pointez du doigt un système néolibéral, d'accord ? Ceci étant dit, le terme système, bien sûr, est utilisé, on le sait, par des leaders politiques, donc démagogues, dans un tout autre sens, mais cela renvoie, en fait, à des éléments de réalité qui sont les mêmes. Donc nous allons organiser la séance sous l'angle, en fait, d'une discussion entre Pierre Dardot, Christian Laval, donc philosophe, sociologue, et on va l'articuler autour de 3 points. Dans un premier temps, on va évoquer donc le projet néolibéral, c'est-à-dire que on va évoquer l'idéologie, en fait, néolibérale. Ensuite, dans un deuxième temps, on se portera plus vers les processus, les mécanismes, et donc on abordera le système néolibéral. Dans un troisième temps, on évoquera le bloc oligarchique néolibéral, en tant qu'il a tendance à accaparer le pouvoir et à confisquer la démocratie. Et enfin, on terminera, dans un quatrième moment, par évoquer les expérimentations du commun en cours, et en quoi est-ce qu'elles peuvent constituer des alternatives face au néolibéralisme triomphant. Donc, première thématique, d'accord, qui sera abordée, l'articulation de ces 4 thématiques visant à restituer en profondeur le contenu de l'ouvrage. Donc première thématique, le projet néolibéral, c'est-à-dire donc l'idéologie néolibérale.
Je commencerai donc en donnant la parole à Pierre Dardot pour évoquer donc cette dimension. Juste encore une phrase. Il me semble intéressant, en guise d'accroche, il me semble intéressant de confronter votre point de vue, à vous deux, qui consiste à montrer que le néolibéralisme se renforce, donc autour de l'ordolibéralisme, avec celui de l'anthropologue David Graeber, qui dans son dernier livre, La bureaucratie, qui considère que nous sommes dans une période de bureaucratie prédatrice, et il considère, lui, que nous sommes sortis du capitalisme, d'accord, qu'il ne se renforce pas, mais nous en sommes sortis parce qu'il est entièrement délégitimé et que le capitalisme se rabat en fait sur une formule beaucoup plus réduite et qui consiste simplement à basculer dans ce qu'il appelle l'idéologie de la dette. Alors, ceci étant dit, donc, Pierre Dardot, peut-être, si vous voulez commencer, le projet néolibéral, d'accord, en tant qu'idéologie. Merci pour cette présentation et j'embrayerai tout de suite sur la question de l'idéologie ou du projet plutôt parce que le titre du chapitre que nous avons consacré à cette question-là, c'est le projet néolibéral, un projet antidémocratique. Et nous avons tenu à utiliser ce terme de projet, d'ailleurs de préférence au terme d'idéologie, parce que le terme d'idéologie est souvent connoté de façon très négative. L'usage est souvent d'ailleurs péjoratif. On parle d'une idéologie, par exemple, pour désigner une certaine manière, pour un discours de voiler ou de dissimuler la réalité, pour défendre certains intérêts. C'est possiblement d'ailleurs une des dimensions de ce qu'il est convenu d'appeler l'idéologie néolibérale, mais nous avons voulu d'abord prendre au sérieux. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé de projet. C'est-à-dire que nous avons pris au sérieux une doctrine. Il faut toujours prendre au sérieux son adversaire, il faut toujours prendre au sérieux de manière générale ce que disent les gens de leur propre pensée, et il faut prendre cela d'autant plus au sérieux qu'il s'agit, en tout cas pour nous, d'adversaires. Il faut le faire. Il y a des gens qui nous ont montré la voie à cet égard dans l'histoire de la pensée et qui nous ont montré que la pire des attitudes, c'était justement de ne pas prendre au sérieux la doctrine que l'on entend combattre. Alors ça, c'est un point qui est assez important pour nous et c'est la raison pour laquelle nous parlons en effet de projet néolibéral. Nous remontons d'une façon extrêmement volontaire jusqu'aux origines de l'élaboration de cette doctrine, parce que ça a d'abord été une doctrine. Ça a été une doctrine, il y a quelque chose comme 30-35 ans d'élaboration doctrinale. On a eu souvent tendance à oublier un peu ça, disons de la fin des années 30, 38, 39, jusqu'aux années 60, la fin des années 60. Vous avez un long travail avec, bien sûr, des collectifs qui portent des noms, des sociétés comme le Mont Pèlerin ou d'autres, mais vous avez un long travail d'élaboration, qui est un travail d'élaboration souvent assez collectif d'ailleurs, et qui s'ordonne autour d'un certain nombre d'axes. Et je crois qu'il faut isoler d'emblée ces axes-là. Et si j'avais à isoler un axe fondamental concernant ce travail de réélaboration doctrinale, je dirais que c'est la place qu'il convient d'accorder au droit privé. Il y a, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par quelqu'un qui s'appelait Franz Böhm et qui était un ordolibéral, donc un néolibéral allemand, qui en 1966 avait eu cette formule que Hayek reprend expressément, explicitement dans ses essais de philosophie. Il reprend cette formule donc de Franz Böhm qui était de dire que l'idéal du libéralisme, parce qu'il ne parlait pas de néo, il se gardait bien de préfixer, de dire néo, il parlait toujours de renaissance du libéralisme ou de continuité avec le libéralisme ancien, mais l'idéal libéral, disait Franz Böhm, c'est une société de droit privé. Voilà. Une formule assez remarquable qui est donc dans un article écrit par Franz Böhm en 1966, société de droit privé. Et il convient de réfléchir à ce que signifie cette expression-là. Donc, c'est quelque chose, c'est une formule bien sûr, mais c'est une formule qui condense plusieurs années, plusieurs décennies d'élaboration intellectuelle, de la part de gens qui occupaient parfois des chaires de professeurs d'université, pas toujours, mais qui avaient un rôle intellectuel de premier plan. Et à cet égard, je crois qu'il faut justement mettre l'accent sur la signification profonde de cette formule. Vous avez une relation qui est une relation que l'on ne met pas souvent à jour, en tout cas pas assez de notre point de vue, entre le néolibéralisme, la doctrine néolibérale, le projet néolibéral d'une part, et d'autre part,
ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie libérale classique. Je ne parle pas de la démocratie grecque, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je ne parle pas donc de cette démocratie-là, je parle de la démocratie libérale. Vous savez, la démocratie avec la division des pouvoirs, avec donc une certaine façon de légitimer le gouvernement par le consentement du peuple, une certaine façon de concevoir la division des pouvoirs. Je fais référence à 2 auteurs en particulier, dont d'ailleurs certains néolibéraux se revendiquent sans complexe. John Locke, par exemple, qui parle explicitement de la souveraineté du peuple à travers l'exercice du pouvoir législatif, et un autre penseur qui est quand même assez important, en particulier qui a été influent à l'époque de la Révolution américaine, qui n'est autre que Montesquieu. Et Montesquieu est le penseur de la division des pouvoirs. Et pour Montesquieu, il le dit de façon explicite dans l'esprit des lois, il s'agit d'obtenir que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc vous avez, c'est pas simplement le fait de dire voilà, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est une façon d'imaginer un système de contrepoids pour que le pouvoir soit limité par le pouvoir, qu'un type de pouvoir s'exerce mais en tenant compte des limites que lui met l'exercice d'un autre pouvoir. Voilà, ça c'est une architecture constitutionnelle qui a eu ses heures de gloire, qui est d'ailleurs souvent revendiquée et qui importe au plus haut point lorsqu'on réfléchit sur la doctrine néolibérale. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez 2 types de courants, pour schématiser, parce que là encore, les choses ne sont pas toujours aussi simples, mais vous avez un courant qui est un courant austro-américain, qui est un courant qui est incarné par des gens comme Ludwig von Mises, par Hayek, par d'autres penseurs, et puis vous avez un courant ordolibéral, qui est le courant du néolibéralisme allemand, qui est élaboré quand même, qui voit le jour en tout cas dans les années 35 en Allemagne, à travers des revues, et notamment une revue qui s'appelait Ordo, Ordre. Voilà pourquoi le nom de ordolibéralisme. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est sur les bases ordolibérales que la construction de l'Union européenne s'est effectuée depuis le début, depuis les origines. Et je tiens absolument à mettre les points sur les i à cet égard-là. Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que quelles que soient finalement les divergences qui peuvent exister entre les 2 courants, il y a une convergence qui se réalise autour de cette signification de la construction d'une société de droit privé. Et cette convergence se réalise à travers une proposition très forte, à l'époque, surtout à l'époque où elle est formulée pour la première fois, qui consiste à dire il faut constitutionnaliser les règles de droit privé. Et il faut réfléchir à ce que signifie justement cette volonté de constitutionnaliser les règles du droit privé. Parce qu'une société de droit privé, pour reprendre la formule de Franz Böhm, c'est une société dans laquelle le droit privé a été constitutionnalisé. C'est donc pas n'importe quoi. Or, une constitution, vous savez que justement, ça a une fonction dans la démocratie libérale classique, qui est justement de régler par avance les mécanismes, les relations réciproques entre les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. C'est ça que la Constitution doit faire. Or, ce qui est assez curieux, c'est que justement, les néolibéraux, dès le début, envisagent que dans la Constitution, les règles du droit privé se voient recevoir, consacrer une primauté. Et ça, c'est un point qui est très nouveau, parce que les gens qui réfléchissaient dans le cadre du néolibéralisme, enfin du libéralisme classique plutôt, avaient tendance à se revendiquer de la démocratie au sens libéral et représentatif du terme. Ils avaient tendance à penser en termes de division des pouvoirs ou d'équilibre des pouvoirs, mais pas un d'entre eux ne pensait à la constitutionnalisation du droit privé. Ça veut dire qu'il faut inscrire les règles du droit privé, qui sont des règles de l'échange marchand et du commerce entre particuliers, à l'intérieur de la constitution politique. Il y a quelque chose d'assez nouveau qu'il faut prendre donc très au sérieux, et nous avons insisté là-dessus dans le chapitre consacré au projet justement néolibéral comme projet antidémocratique, parce que ça nous semble relativement important à souligner. Ce qui veut dire que vous avez, si je prends les 2 courants, vous avez celui de Hayek, qui est un courant dans lequel finalement la constitutionnalisation du droit privé va prendre une forme assez précise. Il imagine comme ça une construction avec 3 étages, et vous avez donc tout à fait au-dessus un pouvoir qui est supérieur, et lui ne dit pas souverain, mais de fait il est souverain, qui est constitué par une cour constitutionnelle composée de juges, d'experts et d'avocats qui sont des spécialistes du droit privé. Et puis juste en dessous, vous avez le pouvoir ou l'assemblée gouvernementale, et ou plutôt l'assemblée législative, et en dessous, vous avez l'assemblée gouvernementale. Et vous voyez que dans cette construction, ce qui est intéressant, c'est justement la primauté accordée à l'instance de la Cour constitutionnelle qui est chargée de faire respecter les règles intangibles du droit privé aux 2 autres pouvoirs, c'est-à-dire au pouvoir législatif et au pouvoir gouvernemental. Parce que l'obsession de Hayek, c'est de faire en sorte
que le pouvoir législatif soit désarmé. Il n'a pas de mots assez durs contre l'omnipotence du pouvoir législatif. Ce sont des formules qui reviennent très couramment sous sa plume, et ceci dès ses premiers écrits. Et puis vous avez une autre tendance, un autre courant, que j'ai appelé le courant ordo-libéral. Et là, vous avez une construction qui est un petit peu différente. Mais la convergence se réalise parce que les deux tendent vers la réalisation du même objectif, à savoir la constitutionnalisation du droit privé. Vous avez en effet un courant qui préconise, alors ça va tout de suite, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, comment dirais-je, faire entendre, ou en tout cas résonner quelque chose qui est dans l'air du temps déjà depuis pas mal d'années. Vous avez l'idée qu'il y a dans la politique économique un certain nombre de principes qui doivent justement être inscrits dans la Constitution, parce qu'il doit y avoir une Constitution économique. Et la Constitution économique doit elle-même faire partie de la Constitution politique. Et cette Constitution économique, elle doit consacrer donc 3 principes, 3 règles fondamentales, qu'on va appeler il y a quelques années des règles d'or. Vous voyez que ça vient vraiment pas de comment dirais-je, d'hier. C'est un très long travail qui a été fait. Ces 3 principes fondamentaux sont le principe de la stabilité monétaire, le principe de l'équilibre budgétaire et le principe de la concurrence libre et non faussée. Ceci est dit de façon explicite très tôt, notamment dans les écrits de ces représentants du courant ordo-libéral. Voilà, donc je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'on a un projet qui n'est pas si mal ficelé que cela, qui a une certaine cohérence par-delà les divergences, précisément parce qu'il pointe sur un objectif, qui est l'inscription du droit privé dans la constitution de chacun des États. Merci. Alors, Christian Laval, donc, vous pouvez apporter un point de vue de sociologue donc, sur ce projet néolibéral. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, en complément, hein? Bon, est-ce que j'ai des choses encore à ajouter? Bien sûr. Bon, nous avons écrit un livre ensemble. Effectivement, c'est important de le dire avec des points de vue assez différents, tout au moins des approches complémentaires, je crois. Et nous avons réussi, puis qu'on travaille ensemble, à associer justement de façon très indisciplinaire nos diverses capacités. Je crois que je donnerai d'abord une illustration de ce que vient de dire Pierre. Au-delà de ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire la Constitution européenne, qui est particulièrement exemplaire du projet néolibéral qui vient d'être rappelé. Très récemment, au début du mois d'octobre, le Parlement brésilien a voté un amendement à la Constitution qui fixe à une limite pendant 20 ans aux dépenses publiques, en particulier aux dépenses sociales, aux dépenses de santé et aux dépenses éducatives. Je pense que depuis l'impeachment de Dilma Rousseff, on a vu une reprise en main de l'oligarchie, dont il sera question un peu plus tard dans notre conversation. On a vu une reprise en main de l'oligarchie brésilienne de façon très, très forte, très violente, par un processus que les opposants ont appelé un coup d'État néolibéral. Eh bien, la première mesure, ou l'une des premières mesures du nouveau gouvernement donc de Temer, c'est précisément exactement ce qui vient d'être dit. Comme quoi, cette doctrine, en réalité, a trouvé des formes d'application multiples et continue d'agir et de s'appliquer de la façon la plus rigoureuse et la plus cohérente. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que d'emblée, le projet néolibéral, tel qu'il s'élabore dans les années 1930, est marqué par une méfiance, et je dirais plus une hostilité, à la souveraineté populaire, à la démocratie, en tant que cette démocratie serait l'expression de volonté populaire, en particulier de volonté de justice sociale. Rien ne fait plus horreur, par exemple, à un Hayek, que le terme de justice sociale, qui pour lui est un mythe. Mais pour les libéraux de cette époque, ceux qui veulent refonder le néolibéralisme, il en va de même. C'est l'époque où, vous savez, on se méfie des masses. Il y a des célèbres écrits sur la révolte des masses à cette époque-là, de conservateurs qui pensent que le suffrage universel, tel qu'il a commencé à se mettre en place, est l'une des plus grandes menaces
qui pèse sur la prospérité, l'ordre économique, l'ordre politique et les libertés. Eh bien, c'est dans cette atmosphère-là que prend naissance justement le projet néolibéral comme un projet non plus de limitation du gouvernement, comme c'était le cas dans le premier libéralisme du XVIIIe siècle, où il s'agissait de mettre des verrous pour empêcher le pouvoir d'abuser du pouvoir, justement. Il s'agit, pour l'essentiel, de trouver des dispositifs constitutionnels, mais on verra tout à l'heure qu'il y a aussi toute une série de mécanismes économiques pour empêcher précisément le fait que les masses en question ne puissent troubler l'ordre de marché. Cet ordre de marché qui est sacralisé, sanctuarisé par la Constitution, par les lois et par les institutions. Je crois que c'est le centre même, si vous voulez, du néolibéralisme comme projet politique. Alors j'insisterai rapidement là-dessus. On confond très souvent néolibéralisme avec un certain type de politique économique, politique monétariste, politique de l'offre, etc. C'est comme ça, d'ailleurs, que pendant très longtemps, on a adhéré ou on s'est opposé au néolibéralisme, confondu avec un ultralibéralisme, confondu bien souvent avec un retour au libéralisme économique du XVIIIe siècle. Ratant de ce fait l'essentiel, qui est le projet politique global auquel nous avons affaire et que nous avons mis du temps à découvrir, puisqu'il a fallu ce déploiement fond de transformation, de réforme de tous les côtés, dans toutes les institutions, dans tous les domaines de la vie sociale. Car en effet, il importe de rappeler que le néolibéralisme s'applique partout. Il s'applique à l'hôpital, il s'applique à l'école, à l'université, il s'applique dans tous les secteurs institutionnels. C'est le principe même de la réforme de l'État. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'État change de forme et change de fonction avec le néolibéralisme. Je crois que ça pourra être un objet important de notre discussion tout à l'heure. C'est qu'on a toujours confondu le néolibéralisme avec un rétrécissement de l'État du fait, effectivement, des modes de dérégulation ou de privatisation, en oubliant que l'État, soumis à un gouvernement néolibéral, était devenu, je le dirais, puisqu'il est question de violence, devenant l'agresseur de la société, se voyant imposer un rôle nouveau qui est de transformer la société. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que nous ne sommes plus dans le contexte où il y aurait un marché, un État qui n'aurait plus rien à voir l'un avec l'autre. Le néolibéralisme, c'est précisément un projet global qui vise à modifier la société selon deux principes essentiels. Premièrement, la généralisation de la concurrence dans tous les domaines, et en particulier au cœur de l'action publique. Et deuxièmement, l'imposition générale du modèle de l'entreprise. Jusqu'au point, jusqu'à pousser les choses extrêmement loin, jusqu'à faire de chaque individu une sorte de petite entreprise, une entreprise de soi, dit Foucault, avec par exemple la mise en œuvre très concrète de concepts tout à fait stratégiques comme celui de capital humain. Alors comment les choses se traduisent-elles ? Eh bien, elles se traduisent effectivement par de la violence. La doctrine, c'est une chose. Maintenant, le déploiement du néolibéralisme, ça a été évidemment une affaire de rapport de force, de lutte, parfois de coup d'État. J'évoquais le Brésil, mais Pierre et moi, nous revenons d'Amérique latine. Là-bas, le néolibéralisme a pris dès avant Margaret Thatcher et Reagan des formes extrêmement violentes. Le coup d'État de Pinochet du 11 septembre 1973 d'une certaine façon, le point de départ. On pourrait dire le péché originel, si l'on était croyant, du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'avec les armées et les avions de Pinochet bombardant la Moneda, sont arrivés les Chicago Boys, qui ont précisément eu comme intention de modifier complètement le fonctionnement de la société chilienne. Et peu d'années après, en 1976, la junte militaire qui prend le pouvoir en Argentine adopte
alors avec sans doute quelques variations, mais la même ligne néolibérale, avec l'appui, il faut quand même le rappeler, l'appui des institutions de sécurité américaines, avec l'appui du Fonds monétaire international. Et toute l'Amérique latine, pendant 20 ans, a vu s'appliquer des politiques qui sont maintenant les nôtres, qui sont les politiques de la dette, le chantage à la dette, qui sont les politiques d'austérité, les politiques de privatisation, etc. En d'autres termes, la violence néolibérale s'est appliquée de façon extraordinairement rigoureuse. L'Europe, évidemment, a été épargnée des coups d'État jusqu'à présent, mais on voit bien que aller plus loin quand on a affaire à des résistances peut amener à la mise en place de régimes très autoritaires. Ce que nous expliquons dans le livre, c'est le couplage extrêmement étroit entre le néolibéralisme et le sécuritarisme. Si vous avez la patience d'entendre les 7 candidats aux primaires de la droite, vous avez un festival, si je puis dire, de mesures néolibérales et de mesures sécuritaires. Ça en est même comique à la fin, puisque c'est à celui qui aura la mesure la plus néolibérale et la plus sécuritaire à la fois. Je pense qu'il donne une tragique plutôt image de ce dont nous parlons, c'est-à-dire du cauchemar qui n'en finit pas et qui n'est pas prêt de finir. Voilà, et c'est la mauvaise nouvelle de ce soir. Le cauchemar n'est pas prêt de finir. On a vu le résultat aux élections américaines, du fait même que pour finir, il faudrait qu'en face, il y ait, en face de ceux qui mettent en œuvre ce projet, il y ait des résistances sociales puissantes et des alternatives construites. Merci. Alors, on a évoqué donc cette première dimension de votre livre, donc qui est le projet néolibéral. Avançons donc dans la réflexion. Au-delà donc de la doctrine et de l'histoire de la doctrine, au-delà du projet, il y a ce que vous nommez vous aujourd'hui donc un système, donc entre guillemets un système néolibéral, donc un ensemble de dispositifs, peut-être de processus, quelques éléments donc de ce système. Pourquoi on a une approche systémique? Eh bien parce que d'un côté vous faites référence à Max Weber, la fameuse notion de cage de fer chez Max Weber, qui fait que tout individu, agent économique et citoyen, donc est enfermé en fait dans une rationalité qui a tendance à être unique et qui est d'ordre économique. On a également des groupes oligarchiques qui vont s'emparer de cette rationalité et donc avec une puissance. Il y a la montée possible de régimes politiques, d'accord, plus ou moins fascistes, avec un retour au fascisme. On a également, vous l'évoquiez tout à l'heure, des réponses possibles, des politiques publiques qui sont un peu étonnantes, d'accord, qui face à la fragmentation de la société, eh bien, proposent des solutions qui, encore une fois, vont contribuer à ce système, d'accord. Donc, quelles sont les grandes caractéristiques de ce système néolibéral aujourd'hui? Bon, il faudrait évidemment beaucoup de temps. Alors, on a consacré, avant ce livre qui est plutôt léger par rapport à ce que nous faisons d'habitude, donc qui d'une certaine façon présente les choses de façon, par l'actualité d'une certaine façon. Nous avons écrit un bouquin qui s'appelle La Nouvelle Raison du Monde, où nous avons longuement expliqué ce que nous entendions par rationalité néolibérale, à la suite, en reprenant ce terme à Michel Foucault. Mais ce que nous voulons dire par système, c'est ceci. Le néolibéralisme, on vient d'en parler, c'est présenté d'abord comme une doctrine. On pourrait plutôt dire d'ailleurs, plus rigoureusement, comme un ensemble de doctrines avec toute une série de différences entre elles, mais qui ont fini par engendrer, si je puis dire, nourrir, alimenter une rationalité politique cohérente. Ensuite, le deuxième point qu'il faut signaler, c'est que le néolibéralisme n'a pas triomphé comme l'application d'un dogme de façon systématique partout et de la même manière. Le néolibéralisme a épousé, si je puis dire, des rythmes différents liés à des rapports de force variés selon les sociétés et selon les institutions locales. Il n'y a pas eu simplement un centre de commandement, si vous voulez, qui a ordonné partout et de la même manière le système néolibéral. On a eu affaire donc à une phase longue d'expérimentation de formules néolibérales. J'ai cité l'Amérique latine,
l'Europe a suivi une voie différente et à l'intérieur de l'Europe, les différents pays ont eux aussi avancé à des rythmes différents. La France n'a pas été forcément pionnière, même si il y a eu dans toute une série de domaines des avancées, mais à chaque fois, si vous voulez, c'est souvent par la référence à l'extérieur qu'on a réussi à imposer des mesures néolibérales en prétextant le retard. Vous vous rappelez que ce mot du retard est absolument essentiel dans les stratégies néolibérales. C'est parce qu'on serait en retard sur l'Angleterre ou sur l'Allemagne ou sur je ne sais pas qui qu'il faudrait telle ou telle réforme du marché du travail. C'est depuis 30 ans la manière dont les choses se sont appliquées. Donc expérimentation et inégalité de rythme d'imposition des mesures néolibérales. Mais tout ceci nous amène à penser qu'à un certain moment, nous avons passé un seuil et nous avons affaire à quelque chose que nous appelons un système. Alors comme vous l'avez rappelé, le mot système est aujourd'hui utilisé et de la façon, je dirais, la plus hypocrite par les meilleurs représentants du système néolibéral. C'est-à-dire que nous avons un effet de brouillage assez considérable, mais par système, les politiciens, en gros, de droite, ceux qu'on pourrait aussi appeler les populistes ou les nationaux populistes, donc quand ils utilisent le système, ils visent pour l'essentiel les fonctionnaires, les intellectuels et les syndicats. Donc à chacun, si je puis dire, son système, mais c'est une utilisation, je dirais, stratégique et guerrière du mot système, qui vise très souvent les catégories qui s'opposent au système néolibéral. Donc on a là affaire à un jeu de récupération du terme qui doit être à la fois critiqué, mais surtout bien compris. Hein. Alors, en réalité, cela ne doit pas nous faire oublier qu'il existe, en effet, un système. Ce système, c'est d'abord un système de contraintes qui ont été mises en place, que Pierre a rappelé, qui ont été mises en place progressivement. Ces contraintes, ce sont des contraintes économiques, ce sont des contraintes qui sont imposées par les marchés. C'est la fameuse discipline de marché qu'invoque régulièrement Angela Merkel, discipline de marché qui n'est pas le produit spontané d'une dynamique économique, mais qui est le fruit de politiques très délibérées qui ont permis à des institutions financières, à des agences de notation, à des grands organismes internationaux de définir la bonne pratique, la bonne politique, qui en a fait une série de commandements et qui peut exercer des sanctions très, très concrètes qui se sont par exemple appliquées sur la Grèce, comme on l'a vu, comme on continue à le voir aujourd'hui. C'est-à-dire des contraintes économiques liées à des formes de régulation et à des types d'institutions qui sont précisément faites, qui agissent en réalité pour peser sur les décisions politiques. Par système, on peut évidemment entendre aussi l'ensemble des règlements qui ont été mis en place en matière de commerce international, comme en matière financière et monétaire. Donc il existe des effets de système qui font que la marge de manœuvre des politiques aujourd'hui est extrêmement réduite. Nous sommes particulièrement intéressés parce que, évidemment, c'était l'actualité qui l'obligeait, qui le commandait à la Grèce. Il est particulièrement frappant d'observer que l'élection donc de janvier 2015 de Syriza s'est immédiatement heurtée, justement, et de la façon la plus ouverte, la plus explicite, à cet ensemble de contraintes incarnées par la Troïka. Je dirais même que ce qui est tout à fait fascinant, si on veut prendre les choses par ce qu'en disent les représentants justement du système, c'est qu'ils ne cachent absolument pas la façon dont ils exercent ce pouvoir. Nous avons fait particulièrement attention à la manière dont les dirigeants européens
à partir de janvier, février, même peut-être un peu avant l'élection de Syriza, ont expliqué qu'il fallait désormais penser la souveraineté dans de nouveaux termes, qu'il fallait penser à une nouvelle forme de souveraineté. Cette souveraineté, en fait, c'était tout simplement l'exercice des contraintes systémiques qui étaient afférentes à l'appartenance à l'Europe. C'était en gros l'idée selon laquelle, à partir du moment où on était membre de l'Union européenne, quel que soit le résultat des élections, finalement, ce serait toujours la même politique qui devrait s'appliquer parce qu'elle devrait toujours respecter les règles et en particulier toujours respecter de façon rigoureuse et intégrale le remboursement des dettes aux banques, là pour le coup française et allemande. Donc ce que nous avons essayé de montrer, c'est que nous n'avions plus affaire à des politiques, si vous voulez, qui pouvaient être changées par un changement de majorité, par un résultat électoral. Nous ne sommes pas, si vous voulez, je terminerai là-dessus, nous ne sommes pas du tout partisans d'une explication, par exemple, en termes de trahison de Hollande et de son gouvernement. Ça peut paraître vous étonner, le terme de trahison revient tout le temps, spontanément. Voilà, Hollande aurait trahi, etc. Bon, il a peut-être trahi si on peut dire, son engagement verbal du discours du Bourget. Mais en réalité, c'est faire fausse piste que de penser que Hollande avait un vrai projet alternatif. C'est lui faire grâce, finalement, c'est trop lui reconnaître que de penser qu'il a trahi. En réalité, il a été surtout, je pense, fidèle, très fidèle, à une adhésion, justement, à l'ensemble des règles et à l'ensemble des mécanismes contraignants qu'il allait et qu'il savait devoir subir. Si vous pensez en ces termes-là, vous comprenez tout à fait autrement ce qui s'est passé depuis 4 ans. Vous ne l'interprétez plus de façon subjective, mais vous avez les moyens, précisément, d'observer les mécanismes objectifs eux-mêmes créés par la politique. Je crois qu'il faut bien le relever. Tout se passe comme si, pour parler des socialistes, ils avaient largement contribué à produire pendant des années les règles qui allaient les empêcher de faire une autre politique que celle qu'ils ont faite. Merci. Pierre Dardot, est-ce que vous voulez prolonger ce qui vient d'être dit à propos du système néolibéral qui remonte alors justement aux années 1980, peut-être jusqu'à Giscard d'Estaing, les années 70? Alors Giscard d'Estaing, oui, c'est un des points importants sur lesquels Foucault attire notre attention en écrivant Naissance de la biopolitique, dans la mesure où il parle du gouvernement de Giscard et de Barre, et que, et étant jeune à l'époque, ça m'avait beaucoup surpris que Foucault étudie le gouvernement de Giscard et de Barre, dans la mesure où je pensais qu'un philosophe de cette importance avait mieux à faire, ou aurait dû avoir mieux à faire. Mais je pense qu'il a vu juste avant beaucoup de gens, je ne dis pas avant tout le monde, parce que ça c'est une présentation qui est un peu biaisée, mais il a vu juste parce qu'il a devancé un certain nombre de choses qui se mettaient en place de façon encore assez peu visible, assez peu manifeste à l'époque, 78-79, les cours sur la naissance de la biopolitique, et qui ensuite ont pris justement une grande importance. Et si on se rappelle un petit peu, enfin si on essaie comme ça de, comment dirais-je, de faire une sorte de découpage chronologique, on pourrait dire qu'on a 3 moments. On a le moment de l'élaboration de la doctrine dont j'ai parlé, que Christian a repris, qui s'est étalé comme ça sur plus de 30 d'années. Et puis vous avez un moment qui est celui de la mise en place de la rationalité néolibérale à la fin des années 70, au début des années 80, avec des expérimentations très diverses. Mais il ne faut pas oublier en effet que cette rationalité qui prend la forme de ce que Foucault appelle une gouvernementalité vient après des expérimentations qui étaient des expérimentations néolibérales, même si elles ne procédaient pas de la gouvernementalité. Je rappelle que dans la notion de gouvernementalité, vous avez l'idée
d'une incitation. Vous avez l'idée qu'on gouverne non pas en commandant directement, mais en incitant, en orientant et en stimulant dans un certain sens. Voilà. On conduit les conduites, comme dirait Foucault. Les amis qu'on a rencontrés au Chili nous ont expliqué effectivement que pendant que la dictature de Pinochet a duré, il n'y avait pas de place pour la gouvernementalité. Pourtant, la politique était néolibérale. Mais ce n'était pas la gouvernementalité néolibérale. La gouvernementalité néolibérale vient précisément après. Donc après 90, lorsque Pinochet quitte le pouvoir et que vous avez un certain nombre de gens qui surfent d'un certain point de vue sur ce qu'ils considèrent comme étant les acquis de la période de Pinochet et qui instillent un certain nombre, qui mettent en place un certain nombre de dispositifs de gouvernement indirect des conduites des individus. Mais c'est très intéressant à analyser d'ailleurs dans le détail. Et puis on a des violences qui sont assez différentes. Par exemple, la répression de la grève des mineurs par Thatcher est quelque chose de très important. C'est une sorte de violence inaugurale qui a présidé à l'installation de la gouvernementalité néolibérale en Angleterre. On a des histoires comme ça nationales qui sont assez différenciées et on doit prendre ça en compte. Mais finalement, avec le consensus de Washington, on a quelque chose qui représente justement un accord fondamental sur les normes à l'échelle mondiale. Et avec cet accord-là, on a la mise en place petit à petit de quelque chose que Christian a décrit comme un système. Alors sur la notion de système, je crois qu'il faut être assez prudent. Bon, effectivement, il y a une utilisation très péjorative qui consiste à dire le système, c'est l'élite qui se partage le pouvoir avec deux partis et ils sont tous corrompus. Et puis il y a tout en donnant l'impression d'ailleurs de ne pas faire partie de ce système-là. En général, les gens qui tiennent ce genre de discours sont les premiers à occuper des postes assez importants, à l'intérieur même du système des élites. Et puis, il y a une notion qui est une notion un petit peu, je ne sais pas, aux confins de la logique des systèmes et de la sociologie, qui est de se représenter un système comme un agencement d'éléments qui est complètement préétabli et qui tend à s'auto-reproduire indéfiniment. Bon, c'est pas du tout dans ce sens-là que nous avons pris la notion de système dans le livre, et nous insistons sur le fait que ce système vient d'une construction, c'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, il y a des accords, des mécanismes de coproduction de normes qui ont été actés, qui ont été réalisés depuis justement les années 80, avec ce qu'il est de plus en plus... bon, à l'époque, c'était pas encore tout à fait le mot qui était utilisé, mais ce que maintenant on appelle la gouvernance, donc une sorte d'expertocratie avec une valeur accordée à l'expertise managériale et financière, qui fait que justement il y a des ententes souvent informelles. Ça ne procède pas par formalisation, d'ailleurs les gens sont toujours très surpris d'apprendre ça, mais néanmoins l'accord est suffisamment profond pour que tous ceux qui sont engagés à le mettre en œuvre le mettent en œuvre. Donc c'est suffisamment sérieux, et donc les accords, plus les accords se multiplient, plus ça crée des précédents, plus les précédents sont amenés à se réaliser, et plus il est difficile de faire marche arrière, voire d'envisager la possibilité d'une voie ou d'une échappée même latérale, hein, sans prendre le système directement en face, frontalement. Mais ça, c'est assez important quant à la notion de système, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec notamment le cas de la Grèce, hein, sur lequel on pourra revenir dans les discussions, où vous avez des mécanismes qui sont des mécanismes très largement informels, puisque l'Eurogroupe, d'après celui qui le préside, le néerlandais qui le préside, n'a même pas d'existence juridique. Vous avez une structure qui a été chargée de faire avaler les couleuvres au gouvernement grec qui n'a aucune existence juridique, puisque ce président néerlandais de l'Eurogroupe a dit à Varoufakis que de toute façon il pouvait prendre toutes les notes qu'il voulait ou enregistrer toute la séance, il n'en restait pas moins que ce n'était pas une séance qui était institutionnellement ou juridiquement consacrée. Voilà, l'Eurogroupe dans lequel vous êtes, dit-il à Varoufakis, n'a pas d'existence formelle. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, écrire tout ce que vous voulez, prendre toutes les notes que vous voulez. Il n'y a pas de notes, personne ne prend de notes, rien n'est formalisé, mais c'est ça, la gouvernance néolibérale, la gouvernance où les acteurs étatiques et privés s'entendent finalement avec des mécanismes souples qui n'ont pas la rigidité des anciennes formules du gouvernement autoritaire, etc. Tout ça, ça fait partie du jeu et ça participe complètement de la logique de ce que Christian appelait le système. Donc en ce sens-là, nous donnons à cette notion de système une signification très précise, et le système tel que nous l'entendons n'est pas désincarné. Il est porté par un certain nombre d'hommes, par un certain nombre d'individus, par des acteurs. Voilà. C'est pas un système qui se fait derrière le dos des acteurs sans qu'ils aient contribué à le mettre en place et à le construire. Au contraire, ce sont des acteurs qui ont pris une part
active à la mise en place de ces règles et de ces normes, à la production de ces normes, et qui aujourd'hui, à supposer même qu'ils en aient la volonté, ce qui est douteux, ne pourrait que très difficilement faire marche arrière. Voilà, la réalité du système, c'est ça. Il faut ajouter quelque chose sur Hollande, mais c'est déjà une anticipation de ce qui vient après sur le bloc oligarchique. Il faut quand même dire, bon, quand on a retrouvé ça, on ne s'attendait pas à voir ça écrit noir sur blanc. En 1985, il a commis un livre collectif, ça s'appelle Transcourant, un beau titre, et dans le chapitre 5, vous trouvez « La concurrence est une valeur de gauche ». Donc, dès 1985, c'est théorisé, c'est dit d'une façon tout à fait explicite, c'est assumé sans aucun complexe dès l'origine de la carrière politique de Hollande. Donc, il n'y a effectivement pas de trahison du tout à cet égard, si on considère en tout cas l'évolution qui a été la sienne. Voilà, mais le système, c'est ça. C'est des acteurs, une logique qui est mise en place par des acteurs et qui, au fur et à mesure qu'elle est mise en place et construite, rend les choses irréversibles. Ce que certains auraient tendance à considérer comme des progrès, mais ça dépend de quel point de vue on se place. Merci. Alors, Christian Laval, à l'intérieur de ce système, donc vous identifiez donc l'un et l'autre ce que vous appelez un bloc oligarchique néolibéral, donc qui va avoir tendance à accaparer le pouvoir, à confisquer la démocratie. On peut se poser la question, quelle différence, ici encore, peut-on faire entre une conceptualisation rigoureuse, celle que vous faites, et l'usage des théories du complot, utilisées largement par les leaders politiques démagogiques, sachant qu'on a bien sûr une même thématique. Il me semble que historiquement, peut-être à l'époque moderne, les premières théories de l'oligarchie remontent plus ou moins à Vilfredo Pareto, justement un économiste par ailleurs. Bon, je ne sais pas, oui. Cette piste justement libérale, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez de cette piste de Pareto. Donc la théorie des élites de Pareto, c'est ça, c'est au tournant du siècle, hein, début du XXe siècle. Ouais. Oui, en fait, c'est pas du tout par Pareto que nous avons pris la chose. Nous avons utilisé le terme de bloc oligarchique. Nous l'avons repris en fait à un auteur donc espagnol, Costa, qui parlait justement de bloc oligarchique. Donc on était à la fin du 19e siècle. Donc c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, je crois, avec Vilfredo Pareto. Mais peu importe, ce qui nous a intéressé, c'est la chose suivante. Comme l'a dit Pierre, le néolibéralisme, c'est pas une idéologie seulement, c'est pas un système qui nous tombe dessus. Ce néolibéralisme a été porté, mis en place, construit par des individus, des forces sociales, des forces politiques. Bon, il a été évoqué, vous avez évoqué tout à l'heure Giscard d'Estaing, on pourrait penser à Raymond Barre aussi. Pour ce qui est de la France, il y a eu des histoires qui ont été faites, celle de François Denord, sur l'histoire du néolibéralisme en France, c'est-à-dire tous les groupements patronaux, intellectuels, groupes d'économistes, etc., et hommes politiques qui ont porté ça. C'est effectivement, je crois, extrêmement important de se rendre compte qu'il y a eu en France des gens qui ont mis délibérément en place ce type de politique. Moi, j'ai travaillé sur Giscard d'Estaing, hein, toujours un peu maso, donc sur les écrits de Giscard d'Estaing. Donc j'ai été fouillé à la Bibliothèque nationale, toute une série de colloques, etc., où il est intervenu. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il est l'un des premiers, dans les années 60, à utiliser cette expression de néolibéralisme et à en faire un projet politique qui déjà pense à un après-gaullisme. Il y avait donc déjà très tôt chez lui cette affaire. Et sans trop insister sur lui, je crois qu'il est extrêmement important de se rendre compte qu'il appartient à une famille qui a cultivé des liens avec les premiers néolibéraux des années 30, en particulier par l'intermédiaire de son père Edmond, qui était justement quelqu'un qui était très lié évidemment au monde des affaires, qui était dans le monde des affaires, mais qui avait aussi quelques goûts pour la théorie, et qui a fait toute une série de textes très proches des gens dont on a parlé tout à l'heure. Donc le néolibéralisme, si vous voulez, en France, on a l'impression qu'il vient d'ailleurs, qui nous est venu d'Angleterre ou d'Amérique, que nous n'y sommes pour rien. En réalité, il y a eu des porteurs de ça. Raymond Barre, de la même façon,
par un autre biais, par le biais de l'Europe, avec sa fonction de commissaire européen, a été l'un des meilleurs connaisseurs de l'ordolibéralisme allemand. Comme il se voit d'ailleurs dans ces manuels que des étudiants ont dû avaler quand ils faisaient de l'économie. Bon, le néolibéralisme a des visages et des noms. Mais il s'agissait pour nous non pas de désigner des personnes, mais essayer de comprendre comment ces forces s'étaient coalisées pour rendre la réalité néolibérale acceptable. Je reprends ici la formule de Boltanski, son bouquin « Rendre la réalité inacceptable ». Mais des forces politiques et intellectuelles ont rendu la réalité néolibérale acceptable. Donc nous cherchons, dans ce chapitre que je ne vais pas résumer, ça serait trop long, à identifier justement ces différentes forces et la nature de la coalition. En gros, d'une certaine façon, nous utilisons des travaux qui ont déjà été faits. Nous essayons de montrer quel type de lien s'est noué depuis longtemps entre la haute administration et le cœur de cette haute administration qui est le Trésor, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle Bercy, entre donc la haute administration spécialisée dans les affaires de la finance et la finance privée. Pour nous, il y a là un cœur, le foyer même du irradiant en quelque sorte sur l'ensemble du champ politique, cette rationalité néolibérale. Mais ça va bien au-delà, puisque il nous semble que si l'on veut parler d'un bloc oligarchique, comme nous le faisons, il faut aussi bien comprendre que ce bloc a été alimenté théoriquement par des économistes, par des intellectuels, par des sociologues y compris, qui ont participé à leur manière, chacun dans leur style propre, à la diffusion de ce néolibéralisme, ne serait-ce que par la dénégation qui reste encore très forte de cette réalité néolibérale. Car il existe aujourd'hui de nombreux auteurs qui nient l'existence même d'un projet politique néolibéral et de la mise en pratique du néolibéralisme. Pour être un peu spécialisé dans la question éducative et dans l'évolution du système scolaire et universitaire, une grande partie des spécialistes, des sociologues dans ces matières-là, se défendent, se refusent d'admettre que les réformes en question sont néolibérales. Donc, des intellectuels, des économistes surtout, mais aussi d'autres disciplines ont participé. Enfin, il existe évidemment des gens que vous connaissez, que vous entendez tous les jours à la radio, peut-être, ou à la télévision, ces commentateurs économiques, ces éditorialistes, qui ne cessent finalement de rendre la réalité néolibérale acceptable, mais qui vont même plus loin, qui critiquent très souvent les gouvernements pour ne pas aller assez loin, pour ne pas être complètement cohérents. Ce sont eux qui, au fond, très souvent, rappellent à l'ordre les gouvernements en leur disant que l'Allemagne, ceci, l'Angleterre, cela, les États-Unis ont fait ceci, et que nous sommes bien malheureux parce que nous avons du retard dans les réformes. Qui, au fond, aujourd'hui diffuse cette idée du retard, sinon une partie importante des médias dominants. Alors cette question du retard, juste je terminerai là-dessus, cette question du retard n'est absolument pas innocente. Elle fait partie, je reviens un peu en arrière sur la doctrine. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. La question du retard, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que dans le projet néolibéral, il y a l'idée tout à fait fondamentale que les populations sont en retard par rapport au système compétitif mondial, par rapport à l'ordre de marché. Le néolibéralisme joue sur deux registres. D'une part, l'accélération des réformes qui visent à intensifier la concurrence comme mode de fonctionnement de la société et comme mode d'être des gens. Et d'un autre côté, l'interventionnisme néolibéral ne cesse de vouloir adapter la population
à cet ordre compétitif construit. Toutes les politiques néolibérales peuvent être interprétées comme des politiques de réadaptation ou de réajustement de la population à l'ordre compétitif, à l'ordre de marché, alors c'est-à-dire à l'ordre de concurrence. Donc, nous avons affaire donc à un pouvoir coalisé qui fonctionne selon un système de connivence, bien entendu, mais nous allons plus loin, nous parlons de corruption systémique. Corruption systémique, corruption intellectuelle, ça c'est relativement évident et ça a été mis en évidence par toute une série de reportages, de documentaires, etc. Mais renvoi d'ascenseur permanent et circulation. On parlait de circulation des élites avec Pareto. C'est la circulation entre le monde du privé et le monde public. On a un récent candidat à la présidence, jeune et brillant, qui est l'illustration parfaite de cette circulation-là. Hein. Alors, à ce propos, donc Pierre Dardot, là, tout à l'heure quand j'évoquais Pareto, bien sûr, je ne voulais pas du tout sous-entendre que vous vous basez sur Pareto, absolument pas. Donc Pareto, économiste libéral par ailleurs, a commis effectivement à la fin du 19e donc une théorie des élites, comme quoi les élites circulaient, mais restaient constantes en tant qu'élite. D'accord. Donc il y a effectivement une sorte de cynisme aujourd'hui à se revendiquer en tant qu'élite, et je voulais faire allusion à ça, d'accord, à cette origine libérale et à l'appropriation cynique de cette théorie des élites, d'accord. Emmanuel Macron peut-être représentant cette appropriation de manière parfaitement cynique. Pierre Dardot, donc sur le bloc oligarchique et peut-être sur cette idée que Boltanski avait bien développée d'une naturalisation. Donc le néolibéralisme apparaît naturel comme étant l'horizon naturel à partir des années 70. Justement, on revient peut-être à Giscard. Ouais. Oui, il y a une naturalisation dans tout le discours lui-même. Il y a une naturalisation dans les dispositifs qui sont mis en place. C'est-à-dire qu'on tâche de faire passer des mesures qui visent à discipliner les populations dans un certain sens comme étant une adaptation à une réalité qui est là et qu'on ne peut pas contourner et qui est en ce sens naturelle. Mais cette réalité, bien sûr, cette réalité sociale a été construite patiemment. Et donc, ce qu'il faut à chaque fois voir, c'est que derrière l'entreprise de naturalisation, il y a une intervention active. C'est la raison pour laquelle Foucault avait tout à fait raison de parler d'un interventionnisme néolibéral. Il a été l'un des premiers à utiliser cette expression-là, qui a fait bondir certains, parce qu'il semblait que l'interventionnisme de l'État et du gouvernement était incompatible avec le néolibéralisme, mais pas du tout, justement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un interventionnisme néolibéral qui a son originalité, qui a aussi sa marque de fabrique, si je puis dire, et que l'on peut observer aujourd'hui peut-être encore plus que hier. Bon, demain, je ne sais pas, mais en tout cas, il est important de constater cela. Et quand on réfléchit à la notion de bloc oligarchique, ce qui me paraît peut-être le plus important à signaler, c'est que ça implique une forme de critique à l'égard d'une attitude qui a toujours été, enfin en tout cas la plupart du temps, celle de Keynes. Alors je sais bien qu'on ramène souvent la question de la politique économique à la question de savoir si on est pour ou contre Keynes, mais je crois que sur un point fondamental, Keynes faisait fausse route et que ça encourageait beaucoup de gens qui s'inscrivent dans son sillage à penser le néolibéralisme comme procédant d'une erreur de type théorique. Même chez les Krugman ou chez les Stiglitz, il y a souvent cette espèce de tentation de considérer que les gouvernants finalement se sont fait avoir parce qu'on leur a vendu une idéologie qui représente une forme de fondamentalisme, mais que si ils réussissent à retrouver la raison, à ce moment-là, ils seront amenés à se rendre compte que le réalisme impose de rompre avec ce système et avec ce fondamentalisme. Mais justement, je crois que les choses sont assez différentes, et c'est pour ça que nous parlons de bloc oligarchique néolibéral. Nous parlons justement de la puissance des intérêts. Il y a quelque chose que Keynes a tendance à sous-estimer quand il parle de la puissance des idées, c'est la puissance des intérêts. Il a tendance à dire que justement, c'est d'abord et avant tout une question d'idées et non pas d'intérêt. Mais justement, avec le néolibéralisme, on a vu, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait une doctrine, ou plutôt des doctrines néolibérales avec une certaine cohérence, mais ça n'implique absolument pas de notre part que nous considérions que le néolibéralisme s'est mis en place sans douleur à partir de la simple application d'une doctrine toute faite. Non, l'accouchement a été douloureux, on l'a rappelé, il y a eu des expérimentations, tout
dans la doctrine n'est pas passé dans la réalité. Il y a donc des choses qui sont assez différenciées, qui se sont produites sur plusieurs années. Il faut prendre cela en compte. Mais en revanche, à partir du moment où le consensus s'est mis en place, où la logique des pratiques gouvernementales s'est finalement homogénéisée de plus en plus, ce qui a prévalu, en effet, c'est la puissance des intérêts, c'est la coalition des intérêts. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui deviennent assez difficiles et assez obscures, assez difficiles à comprendre. La puissance de la coalition des intérêts, c'est quelque chose d'assez important. Ça explique que des gens, même lorsqu'ils n'ont pas nécessairement, parfois ils ont à gagner financièrement, mais même lorsqu'ils n'ont pas à gagner beaucoup financièrement, ils s'engagent dans la mise en œuvre d'une politique, alors même qu'on pourrait se demander, mais enfin, ils ne sont pas directement eux-mêmes corrompus. Mais c'est ça, la coalition des intérêts, c'est ça. C'est le fait que chacun se tienne les autres en même temps, et que ça forme justement un système avec une dimension disciplinaire qui est peut-être encore plus importante qu'au début de l'installation du néolibéralisme. On a insisté sur la combinaison, déjà dans la nouvelle raison du monde, entre ce qu'on pourrait appeler l'incitation et la discipline, des mécanismes d'incitation d'un côté, une dimension disciplinaire de l'autre. Mais la discipline comprise, non pas au sens de la coercition exercée sur des corps qui doivent être rendus dociles, comme le disait Foucault, mais la discipline comprise au sens, vous savez, de la création artificielle d'un cadre d'action à l'intérieur duquel les différents choix des individus et des acteurs sociaux vont devoir s'inscrire par avance. Voilà, ça c'est la discipline. On peut dire que le système néolibéral correctement compris, justement, accorde une très large place à cette dimension disciplinaire. Et plus ça prend de l'ampleur, et plus cette dimension disciplinaire devient importante. Et la coalition des intérêts, justement, permet à ce système disciplinaire de fonctionner avec une redoutable efficacité. Voilà. Merci. Je propose qu'on passe donc à la quatrième dimension qu'on avait évoquée. Donc face au caractère qui peut paraître irrésistible justement du système néolibéral, on peut avoir quelques exemples en tête. Barroso, l'ancien président donc de la Commission européenne, qui part avec armes et bagages et secrets économiques et financiers, etc., se fait recruter donc par Goldman Sachs. Donc on est effectivement dans un processus qui nous paraît irrésistible a priori. Donc on a une légitimation et on a un système qui paraît irrésistible. Quelles sont les alternatives possibles pour la démocratie, donc de résister? Vous parlez d'expérimentation du commun et vous opposez notamment l'expérimentation de Syriza en Grèce, considérée comme un échec, et les espoirs qui sont placés au contraire dans le mouvement Podemos en Espagne. Donc voilà, quelle opposition on peut faire entre le diagnostic d'un échec d'un côté et de l'autre les espoirs pour le futur. Bon, vaste question. D'abord sur les expériences elles-mêmes, le moins qu'on puisse dire, c'est que on ne peut pas présenter les choses de manière aussi succincte, parce que quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que Podemos connaît actuellement une crise. Je ne sais pas si c'est une crise de croissance, mais en tout cas c'est une crise qui est assez importante au niveau de sa direction, avec des orientations qui sont très très différentes, voire même concurrentes. Donc on ne sait pas quelle est l'orientation qui prendra le dessus, mais il y a quelque chose qui effectivement s'est passé en Espagne, qui de toute façon, à certains égards, est politiquement irréversible, qui vient bien sûr plus profondément de ce qu'on a appelé le mouvement du 15M, c'est-à-dire le mouvement des indignés de 2011, avec une histoire donc tout à fait particulière qui est propre à la société espagnole. Et c'est vrai qu'on n'a pas exactement connu le même type de mouvement en Grèce, mais je crois qu'en Grèce, ce qui est important, c'est de considérer l'aveuglement, la cécité qui a été celle du gouvernement grec, que ce soit d'ailleurs Tsipras ou Varoufakis ou toutes les autres composantes du gouvernement de Syriza, dans la mesure où ils ont cru premièrement pouvoir discuter de macroéconomie, par exemple, de façon très rationnelle, avec l'équipe de l'Eurogroupe, qui n'avait absolument pas l'intention de situer le débat sur le terrain de la macroéconomie, qui avait l'intention de situer le débat uniquement sur la question de l'application technique des accords de la Troïka. C'est tout. C'était la seule chose qu'ils entendaient discuter. Et puis, deuxièmement, le gouvernement de Syriza a gouverné de façon très classique, c'est-à-dire a gouverné en sollicitant les suffrages du peuple lorsque, justement, il sentait que sa position était menacée dans les négociations avec la Troïka et les instances internationales, mais sans se départir d'un certain rôle. Ce rôle-là, il y a un ami espagnol qui est un activiste et un journaliste en même temps, qui l'a très bien décrit en parlant d'une opposition entre la logique de la peau et la logique du théâtre.
cette très très belle opposition, il l'emprunte à Lyotard, il la détourne en un certain sens, mais pour lui donner justement une signification qui nous paraît très intéressante, il dit voilà, la logique du théâtre, c'est la logique de la représentation politique, c'est-à-dire la logique qui fait que vous avez les hommes politiques qui sont les acteurs, qui agissent et qui parlent au nom des autres, qui, je me souviens dans la théorie de la représentation de Hobbes, ne sont que des auteurs. Les auteurs, ce sont ceux qui autorisent les acteurs à parler en leur nom. Voilà. Et puis il y a une autre logique qui est la logique de la peau. Logique de la peau parce qu'il fait référence à la peau très fine et en même temps très étendue qui a recouvert la société espagnole de centaines d'initiatives, de collectifs, de quartiers, etc. à partir de la fin de l'occupation des places en 2011. L'occupation des places n'a duré qu'1 mois, mais après, dit-il, la société espagnole s'est recouverte de cette pellicule, de cette peau extrêmement conductive, qui a permis qu'une initiative prise dans un endroit soit répercutée immédiatement à l'autre bout du territoire espagnol et éventuellement reprise si les enseignements que les acteurs en tiraient leur inspiraient une telle décision. Ce qui est très important, parce que cette logique est celle de l'expérimentation de nouvelles formes de vie par en bas. Et ce que Amador, pour le citer, a très bien compris, c'est que justement le néolibéralisme n'est pas simplement une politique économique, mais c'est quelque chose qui relève de l'imposition de formes de vie. Il y a un imaginaire néolibéral à cet égard, il ne faut pas s'y tromper. L'imaginaire de l'ubérisation est une forme d'imaginaire qu'il faut prendre en compte quand on critique et quand on attaque pratiquement le néolibéralisme. Et il faut justement apercevoir cela, cette dimension-là qui est tout à fait importante. Et justement, ce qui a manqué au gouvernement de Syriza en Grèce, c'est aussi de pouvoir non seulement s'appuyer, mais impulser des initiatives, des formes d'expérimentation par en bas, parce qu'il y en avait, et il y en a encore beaucoup, dans le domaine, par exemple, des dispensaires médicaux, où vous avez des psychiatres et des médecins généralistes qui donnent presque une moitié de leur journée gratuitement pour venir en aide à des gens qui sinon ne pourraient pas se soigner, parce que les ruines de l'État social sont ce qu'elles sont. Voilà, il y a toute une série de choses qui devaient être soutenues, encouragées, le mouvement des coopératives de la même manière, et qui ne l'ont pas été, parce que le gouvernement grec s'est enfermé dans un rôle très traditionnel. On était des représentants, on discutait avec d'autres représentants dans le cadre de la Troïka, et puis par ailleurs, on avait justement notre rôle à tenir, c'est-à-dire à faire fonctionner le gouvernement et l'État, et nous mettons en évidence, c'est une formule un peu provocatrice, mais sur laquelle on pourra revenir dans la discussion, qu'un gouvernement qui prétendrait appuyer une alternative au néolibéralisme devrait avoir le courage de gouverner contre l'État. Je dis bien de gouverner contre l'État, pas par l'État, parce que ça c'est le credo d'une gauche qui répète depuis 2 siècles la même chose et qui ne considère pas, alors que c'est la réalité, que l'État n'est plus du tout un instrument, à supposer qu'il l'ait été un jour. En tout cas, ça n'est plus le cas. Et ça n'est certainement pas un outil qu'on pourrait utiliser pour mettre en œuvre une politique d'émancipation, ou même plus modestement, une politique qui appuierait des luttes d'émancipation. Voilà, donc c'est un bilan un petit peu critique, mais Podemos, je ne serais pas du tout tenté d'idéaliser, hein, encore une fois, parce qu'il y a des courants et des tendances très diverses à l'intérieur, sur lesquels Christian d'ailleurs pourra revenir. Mais voilà, je te passe là. Voilà. Mais je crois que c'est important. Je propose 2-3 minutes. Christian aura le mot de la fin, et ensuite on vous passerait donc la parole pour des questions. Hein. Oui, il faut qu'on ait le temps de parler, parce que ensemble, je veux dire qu'il y a suffisamment d'éléments, je crois, de discussion. Bon, le constat qu'on a fait peut paraître effectivement extrêmement sinistre. Bon, le fait est, c'est que nous avons appelé notre livre le cauchemar qui n'en finit pas. Mais je crois que nous l'avons écrit et nous avons trouvé ce titre parce que beaucoup de gens avaient ça en tête et nous le disaient. Nous avons écrit ce livre avant le Brexit, avant Trump et avant ce qui va se passer en mai prochain. C'est-à-dire que, et en tout cas, je parlais des débats de la primaire des Républicains. Je veux dire, on est en plein cauchemar. Et ce cauchemar n'en finit pas, en effet, parce que nous sommes dans une sorte de dynamique de renforcement. Là, c'est tout le sens du bouquin. Nous essayons d'expliquer pourquoi le néolibéralisme non seulement survit aux crises, mais pourquoi il se renforce dans la crise. Pourquoi la crise est devenue une arme, un moyen de gouvernement. Je crois que c'est un point essentiel. Alors, la situation politique est terrible parce que parmi dans le bloc oligarchique, il y a précisément la gauche gouvernementale, une grande partie de la gauche
qui a fait en sorte de vouloir rendre la réalité néolibérale acceptable, alors qu'elle ne l'est pas pour tous ceux qui souffrent. Et le résultat, on le voit partout, c'est que cette gauche gouvernementale, d'abord, se défait, se décompose. La social-démocratie s'est suicidée en Europe, partout. Et le Parti démocrate, aujourd'hui, qui a tout fait pour que Sanders soit éliminé, a connu une défaite magistrale. Donc, nous sommes dans un contexte où la coagulation des forces de droite et de gauche gouvernementale a ouvert un boulevard absolument énorme à toutes les forces nationalistes, xénophobes, chauvines, au néofascisme français. Et donc, nous sommes dans une situation politique extrêmement triste et tragique. Pour autant, nous avons aussi développé un travail qui vise à contribuer au réveil du cauchemar. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais nous étions venus déjà ici présenter le livre commun. C'est-à-dire pourquoi, selon nous, il existe des germes, des embryons, effectivement, de recomposition d'une alternative, d'une rationalité, donc, qui vise à défaire le néolibéralisme et qui se trouve effectivement dans la floraison d'initiatives économiques, sociales et dans les grandes mobilisations qu'on a vu apparaître dès 2001 en Argentine et qui ont fait l'actualité à partir de 2010 partout. Donc il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire un réveil des populations, des fractions importantes de la population, et encore aujourd'hui, on voit se mobiliser, je parlais du Brésil tout à l'heure, on voit se mobiliser des centaines de milliers de lycéens et d'étudiants qui sont engagés dans la lutte frontale contre le gouvernement de Temer. Alors, la question pour nous n'est pas de faire un programme tout fait, mais de repérer, et je pense que c'est le travail des sociologues en particulier, de repérer ce qui, aujourd'hui, dessine précisément des nouvelles formes politiques, des nouvelles manières de vivre, des nouvelles façons de produire, et de comprendre que tout ceci est en train de s'organiser, de s'agencer à travers ces expérimentations comme une rationalité alternative. Nous l'appelons commun, parce que précisément ce terme renvoie à une opposition très directe à la généralisation de la concurrence dont nous avons parlé, mais aussi s'oppose très frontalement, très directement à cette formidable tendance du capitalisme à l'appropriation généralisée des ressources, des espaces et des connaissances. Et il se passe autour de commun, justement, du concept de commun, quelque chose d'assez extraordinaire, un effet viral partout dans le monde, où des tas de gens se reconnaissent finalement dans ce désir de vivre et de travailler et de s'organiser autrement. Donc ce n'est pas l'objet de ce livre-là, mais nous tenions quand même à le dire. Il y a deux versants aujourd'hui, le versant très sombre, très noir du néolibéralisme, mais il y a aussi donc ces germes qui laissent espérer que le XXIe siècle ne sera pas aussi tragique qu'il a commencé. Bien. Merci pour cet échange. Bon, c'était pour donner un peu de... Ouais, terminé. Sur le cauchemar qui n'en finit pas, avec peut-être des raisons d'espérer qu'il finisse un jour. Je propose de vous donner la parole. Allez-y, n'hésitez pas. Bonjour, ça marche? Ah oui, ça marche. Merci beaucoup pour cette présentation aussi complète que terrifiante. En fait, je vous demandais comment le néolibéralisme a été rendu acceptable. Enfin, non, comment dire, que la réalité du néolibéralisme a été rendue acceptable, et je voudrais vous demander d'expliquer un peu plus comment, parce que c'est quand même un petit peu la question que je me pose, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de révolution si on vit en plein cauchemar. Ces dirigeants néolibéraux, ils ont été élus par les citoyens que nous sommes, ou consommateurs que nous sommes, et
et le néolibéralisme, il est soutenu par les consommateurs. Enfin, si vous enlevez demain McDonald's, là, par contre, vous aurez une révolution. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer comment c'est possible qu'il ait été rendu si acceptable que ça? Prendre des questions ou vous voulez répondre sur les... Comme vous voulez. Vous voulez répondre sur... On peut prendre plusieurs questions. On va prendre quelques questions alors. Oui, allez-y. Oui. Excusez-moi, j'ai une question. Ok. Bonsoir. Vous avez évoqué rapidement les Chicago Boys. Qui dit Chicago Boys dit Milton Friedman. Années 80. Oui, c'est pas... Vous avez évoqué les Chicago Boys, et qui dit Chicago Boys dit Milton Friedman. Oui. Théoricien de la stratégie du choc qui consistait à provoquer des crises et profiter de ces crises pour justement passer des lois les plus rétrogrades. Donc, ma question peut paraître anecdotique, mais ce Milton Friedman a reçu le prix Nobel. Est-ce que le prix Nobel serait inféodé au néoréalisme? Sur Friedman, qui veut répondre en premier? Ça, je le ferai. Je le ferai, ça. Oui, apparemment, si je comprends bien, le discours en fait du Bourget de janvier 2012 était un aveu de faiblesse et non pas une déclaration de cheval de bataille, avec les déclarations fracassantes de Hollande, mon véritable ennemi, etc. En fait, c'était une manière de dire, sans doute vous allez m'élire au mois de mai 2012, mais je ne pourrai faire qu'au maximum du libéralisme soft. Alors, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. J'ai entendu dans les médias dominants, ou plutôt dominés, une déclaration donc de spécialistes, journalistes, en disant mais en fait avec le Brexit, Trump, la montée des populismes, ça serait le début de la fin du libéralisme. Alors moi ça c'est bon, je pose des questions, puis alors disons là, moi je suis assez pro-européen. On a eu donc l'épisode du CETA avec le refus d'abord du chancelier d'Autriche, en Bulgarie, en Roumanie, puis surtout la Wallonie. Comment faire pour avoir une politique plus sociale? Il y avait 3 volets du traité de 57 à Rome, et en fait il y a eu uniquement que le volet économique, les volets social surtout n'ont pas été bien appliqués. Alors politique, c'est une politique libérale. Comment faire par exemple pour que la Banque Centrale Européenne de Francfort soit contrôlée par le Parlement européen par exemple? S'y répondre maintenant ou pas? Je sais pas quoi. Juste une question rapide. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais peut-être vous proposer ou vous suggérer peut-être une autre entrée sur le néolibéralisme plus proprement sociologique peut-être. Vous avez parlé essentiellement du phénomène économique et macroéconomique qui est le néolibéralisme, mais il y a aussi un autre versant qui est plus centré sur l'individu dans ce qu'on a appelé la seconde modernité. Le nouvel esprit du capitalisme, comme l'ont présenté Boltanski et Capello, et qui aurait tendance, selon de nombreux sociologues, à déstabiliser les individus en détruisant les liens sociaux, les structures sociales qui leur donnaient de la sécurité. Et c'est d'ailleurs cette destruction des sociabilités qui, selon des sociologues comme Bauman, provoque ce sentiment de peur généralisée qui provoque une dérive sécuritaire à son tour. Et il me semble, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, que les communs justement peuvent précisément être une excellente réponse à cette attaque sur l'individu du néolibéralisme. Oui, les communs. Les communs. Vous répondez ou on enchaîne encore une question? On enchaîne peut-être 2. Une ou 2 encore. 5, 6. Bon. Je crois que oui, on enchaîne encore. Donc, qui est-ce qui parle? Je peux parler? Allez-y. Vous avez eu une formule qui m'a semblé lapidaire, qui ne l'est peut-être pas dans votre esprit. C'est si on veut s'en sortir, il faudra gouverner contre l'État. Alors bien sûr, je ne suis pas marxiste, bon. Donc j'ai peut-être une autre conception de l'État. Je voudrais juste rappeler le préambule de la Constitution qui dit la République est une, indivisible et inaliénable, et l'État est son instrument au service du bien commun, quelque chose. Enfin, je ne sais pas par cœur. Hein.
Donc j'aimerais connaître savoir votre opinion sur la notion d'État souverain, la souveraineté, donc sur la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire, qui pour moi est la même chose. Oui, bon, je crois que je vais pas. Oui, parce que je suis comme vous, j'ai beaucoup de doutes sur justement tout ce qui vient d'être dit au niveau de l'espoir qu'on peut fonder sur les mouvements horizontaux, Podemos, Syriza, les Nuits debout, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pas développer. On va arrêter là. Ouais. Bruno. Une question très courte, ce qui fera plaisir à notre modérateur. J'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu pendant les vacances un livre qui m'a aussi marqué, c'est le livre de Bernard Stiegler, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou? Moi, je vois qu'il y a peut-être des correspondances avec ce philosophe. Et alors lui, il a écrit son livre tout seul. Il parle aussi d'un monde de cauchemar. Enfin, il parle de folie furieuse, enfin, qui atteint le monde, et d'autodestruction, etc. Enfin, il parle du cauchemar aussi, la même chose que vous, mais en même temps, comme vous à la fin, bon, pour peut-être pas que tout le monde aille il parle de germes aussi, etc. Bon, voilà, enfin, pour pas nous plonger dans un désespoir. Vous connaissez un petit peu, vous l'avez lu, est-ce qu'il y a des résonances avec lui ou pas, par certains côtés? Ok, merci. Donc on arrive à un stock de 7 questions. Il y a quelqu'un qui lève le doigt depuis longtemps. D'accord, donc ça fait 8. Oui. Ouais. Je vous remercie d'abord de cette conférence qui éclaire beaucoup. Je voulais apporter un témoignage qui conforte ce que vous dites. J'ai commencé mes études de sciences économiques en 65 et le manuel de référence c'était le Barre, Raymond Barre. Alors comme mise en condition, je ne peux pas vous donner mieux. Je m'en suis sorti parce que j'ai fait des études de sociologie à côté. Voilà. C'est une bonne thérapie. C'est pas pour vous flatter, mais c'est vrai. Voilà. Et dans le registre des repérages d'initiatives, j'en vis une, c'est la promotion du développement local participatif. C'est-à-dire des territoires qui se prennent en charge, comme le pays du Menet, par exemple, en plein centre de la Bretagne, qui s'est considéré comme oublié par les aménageurs. C'est d'ailleurs pas un cas exceptionnel en France, depuis l'absence de la DATAR. Et ils sont pris en charge. Et c'est des citoyens qui se sont réunis au niveau des villages, au niveau d'un pays rural de quelques milliers d'habitants pour faire leur projet de territoire, avec une généralisation d'ailleurs de ce dispositif. Et je suis à l'Union nationale des agents de développement local. Et on essaie de promouvoir cette forme de raccrochement entre le descendant, c'est-à-dire les autorités, avec l'ascendant, l'initiative des populations, pour arriver à faire valoir un projet de territoire et après le faire respecter. Mais enfin, c'est très très difficile, puisque vous, étant donné le contexte que vous avez décrit, vous en doutez bien. Bien, merci. Peut-être qu'on va passer à la réponse aux questions. Donc on a un stock de 8 questions. Voilà, on va essayer de gérer ça. Donc ça fait environ, il me semble, 2 minutes 30 par réponse, en gros, en moyenne. Ouais. Voilà, vas-y, commence. Alors... Oui, alors donc on va se prendre un petit peu les questions dans le désordre, mais j'espère qu'on les couvrira toutes. Énorme question. Comment le néolibéralisme finalement pénètre dans la société? Comment il séduit d'une certaine façon, ou comment il prend les individus? Pour notre part, nous ne sous-estimons absolument pas cette dimension de séduction, de pénétration, au point que dans ce livre que nous avons cité, La Nouvelle Raison du Monde, livre de 2010, nous consacrons toute une partie à la formation de ce que nous appelons une nouvelle subjectivité, voire un néo-sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas seulement une façon d'attirer des individus qui eux-mêmes ne changeraient pas, c'est une façon de changer les individus. Je crois que c'est très important de comprendre que avec le néolibéralisme, il y a une manière subjective nouvelle, une forme d'existence, une forme de rapport aux autres et une forme de rapport à soi-même qui change. Ce rapport à soi-même qui change, comment l'approcher? Sinon par toutes les
les injonctions qui sont faites aux individus dans les situations qu'ils vivent à devenir précisément, à s'identifier à une entreprise, c'est-à-dire avoir un rapport gestionnaire à soi-même. D'ailleurs, on observe une extension considérable du lexique gestionnaire pour parler de soi et pour parler du rapport aux autres, mais ça va plus loin parce que, au fond, on s'aperçoit que toutes les institutions qui prennent en charge des domaines importants de la vie, la santé, l'éducation, par exemple, et le travail, ont mobilisé des conceptions et mis en place des dispositifs reposant sur une idée absolument essentielle, à savoir que chacun de nous étions un capital humain. Non pas seulement que nous avions un capital, mais que nous étions un capital qui devait se valoriser du berceau à la tombe. C'est comme ça que parlent des organismes comme l'OCDE. Et donc, c'est ce rapport à soi-même comme capital, ce qui implique une auto-valorisation de soi dans tout ce que nous faisons, qui est pour une part, le ressort de l'adhésion au-delà des satisfactions de la consommation qui ne sont pas négligeables. Un autre aspect que nous avons développé, c'est l'importance, et ça renvoie à Milton Friedman, à l'importance du choix, à la mise en place de situations de choix qui donnent l'illusion de la liberté. C'est-à-dire que ce système a un ressort assez formidable qui consiste à faire en sorte qu'on est guidé, on est conduit, comme disait Foucault, à travers finalement l'exercice de ce qui peut paraître une liberté. Liberté de choix, on peut choisir d'aller dans tel ou tel magasin, etc. Mais on peut aussi choisir, on est censé pouvoir choisir son école, son hôpital, etc. Et tout est fait pour construire des marchés. Voilà. La stratégie néolibérale, on n'a pas eu le temps de le développer, c'est la construction de marchés. Et construction de marchés, ça signifie que des individus sont mis en situation de devoir choisir. C'est-à-dire sont aussi enjoints d'être libres comme peut l'être un consommateur sur un marché. Mais c'est un marché généralisé. C'est dans tout ce que l'on fait, idéalement, nous devrions être en situation de marché. Ce qui fait que nous sommes renvoyés, effectivement, à une individualisation ou une individuation marchande qui nous constitue, qui constitue notre identité sociale. D'où aussi le fait, et je réponds à l'autre question, d'où aussi le fait que au-delà des théories un peu molles, excusez-moi, sur l'individualisme croissant, etc., il nous semble devoir rappeler que cet individualisme-là, il est précisément voulu, incité, renforcé, intensifié par la mise en place des dispositifs dont je parle. En gros, tout est fait pour détruire le collectif, pour démanteler, en fait, tout ce qui pourrait être le ressort, la vitalité d'une action collective. Dans le travail, c'est assez évident avec les stratégies de management, mais par exemple pour les rapports que nous avons en tant qu'usagers aux institutions, c'est la même chose, on nous traite en consommateurs. En gros, partout, on nous traite en consommateurs. Prenez un billet de train, vous n'avez plus l'impression d'être des usagers d'un service public. Vous êtes des consommateurs devant choisir le meilleur horaire pour payer le moins cher. Et ça ne nous différencie pas, finalement, du rapport que nous avons pour choisir tel ou tel autre moyen de locomotion. Partout, on nous incite à être ces consommateurs-là, pour une raison très simple, c'est que le néolibéralisme, là aussi c'est un autre volet qu'il faudrait développer, finalement, s'adresse aux gens, c'est-à-dire s'adresse à des sujets, interpelle les sujets, comme dirait Althusser, comme des consommateurs, et pas comme des citoyens. Et c'est même théorisé par l'ordolibéralisme, à savoir que la souveraineté, la vraie souveraineté, ce n'est pas la souveraineté du citoyen, c'est la souveraineté du consommateur. Et c'est ça qui fait à la fois notre liberté et notre prospérité. C'est l'une des bases du système dont nous parlons. Pierre Dardot, peut-être sur les deux premières questions, le néolibéralisme, comment il a pu être rendu acceptable, et les Chicago Boys peut-être en même temps. Juste une remarque au passage, est-ce que la notion de responsabilisation de soi ne remonte pas étonnamment donc à Clinton ? C'est-à-dire, il y a eu des écrits là-dessus, il y a eu des travaux là-dessus. Donc, autrement dit, dans la mouvance démocrate au départ américaine, l'idée qu'il faut responsabiliser le chômeur, et ces idées-là sont passées ensuite en Europe, du côté de Tony Blair, Anthony Giddens, qui était le conseiller donc de Tony Blair. La troisième voie. Voilà, tout à fait, troisième voie. Mais au départ, c'est à gauche que c'est parti. Ouais.
Oui, bon, simplement sur la question de la manière de rendre la réalité acceptable, il y a une réponse que Christian a commencé de donner qui consiste à dire qu'on rend la réalité acceptable à des individus qu'on a précisément aidés à transformer et qui ont été transformés par des dispositifs pratiques, dont les dispositifs de mise en concurrence dont parlait Christian, qui concernent à la fois le versant, si j'ose dire, du citoyen consommateur, puisque c'est une expression qui a largement prospéré à une certaine époque et qui vient assez directement de l'ordolibéralisme allemand, et puis en même temps en tant que capital. Et en tant que capital, alors en tant que consommateur, ça a été dit, puisque très souvent, je me souviens de certains discours de Sarkozy, il était question de faire appel à l'arbitrage des citoyens consommateurs concernant le fonctionnement des services publics, donc c'était une façon effectivement d'en appeler à la responsabilité des citoyens consommateurs. Et puis il y a l'autre versant qui est le capital humain, et le capital humain, il faut considérer que ce n'est pas simplement une théorie, ça a été bien sûr au départ une théorie de deux économistes américains, Schultz et puis Gary Becker, mais c'est devenu tout à fait autre chose ensuite, c'est devenu un des pans les plus importants de toutes les politiques publiques en matière d'éducation et de formation. Et si vous considérez l'endettement des étudiants, par exemple, qui a atteint vraiment des dimensions colossales dans certains pays, dont le Chili, vous avez là quelque chose qui relève d'un mécanisme d'assujettissement et qui fait que de toute façon, qu'on le veuille ou non, celui qui est placé dans cette situation peut envisager, et dans certains cas doit envisager, et dans certains pays doit envisager, de passer toute sa vie à rembourser la dette qu'il a contractée auprès des banques pour pouvoir financer ses études, en envisageant même dans le pire des cas qu'arrivé à la retraite, il ne soit pas encore complètement débarrassé de sa dette. Vous voyez, vous avez des situations, il faut bien comprendre ça, et ça se retrouve à tous les niveaux. Récemment, il y a un ami commun qui est un jeune chercheur et maître de conférence au laboratoire Sophiapol qui nous a parlé, qui m'a parlé en tout cas de cette nouveauté qui est le compte épargne-temps pour les chercheurs. Alors le compte épargne-temps, c'est assez remarquable, parce qu'on va leur apprendre, justement, c'est ça aussi, des dispositifs de formation comme ça, de transformation intérieure de l'individu, qui fait qu'il va être amené à se comporter dans une situation à l'égard de ses collègues qui n'est pas tout à fait dans le sens de la collaboration ou de la coopération. On va lui apprendre à considérer justement que plus il est amené à publier d'articles dans des revues de recherche, à comité scientifique, plus justement son temps d'enseignement va être réduit. Et inversement, plus l'enseignant sera incapable de produire de tels articles dans de telles revues, et plus il aura de tâches d'enseignement. On voit très bien où cela va, c'est-à-dire vers la création justement d'une différence extrêmement forte entre deux groupes à l'intérieur justement de l'université, et ça participe complètement de la refonte ou de la transformation néolibérale des individus. Il faut comprendre que c'est ça, que ça ne concerne pas la croyance, c'est pas une affaire de credo. C'est pour ça que la notion de fondamentalisme néolibéral est une notion dont je me méfie. C'est pas une question de credo. On peut parfaitement ne pas adhérer à cette croyance. On peut considérer que la concurrence n'est pas une bonne chose. Et en même temps, du fait des situations de mise en concurrence qui sont créées artificiellement, être amené à se conduire comme un concurrent à l'égard des autres, y compris de ses propres collègues. Et ça c'est vu et ça se voit tous les jours. Donc il faut bien considérer que c'est une affaire de comportement, c'est un consentement actif par la conduite, ça n'est pas une adhésion à un credo intellectuel. Voilà. Ça, c'est fondamental pour comprendre justement la manière dont le néolibéralisme arrive à s'imposer jusqu'au niveau de l'individu. Comment il arrive finalement à faire en sorte que l'individu intériorise une norme, qui est la norme de la concurrence. Ça, c'est quand même quelque chose de terriblement efficace et qui doit être souligné. Bon, Milton Friedman, les prix Nobel, il y en a encore un récemment qui est un Français, qui a eu un prix Nobel d'économie, je crois. Bon, oui, le prix Nobel n'est pas nécessairement néolibéral, mais il peut parfaitement être décerné en effet à des gens qui sont des apologues du néolibéralisme. Et pour Friedman, c'est une évidence, mais Friedman était l'un de ceux qui, parmi de nombreux autres à l'époque, défendaient ardemment en effet la doctrine néolibérale. Alors on a parlé de lui, et notamment Naomi Klein, à propos des Chicago Boys et de la mise en place de la dictature militaire de Pinochet, mais il est évident qu'il y a eu d'autres exemples comme ça d'influence exercée par des doctrinaires néolibéraux sur un certain nombre d'équipes politiques ou d'équipes d'économistes. C'est évident, hein, ça me paraît tout à fait évident. Mais je dirais qu'il ne faut pas généraliser non plus la doctrine, le choc, la stratégie du choc est une stratégie qui, le plus souvent, ne consiste pas à créer le choc,
mais qui consiste à utiliser le choc lorsqu'il survient très rapidement dans le sens d'une instrumentalisation à des fins néolibérales. Ça s'est vu par exemple avec, rappelez-vous, la crise de 2008. La crise de 2008, c'est assez extraordinaire. Enfin, je pensais à quelqu'un, je n'ose pas le nommer, mais quelqu'un qui est un commentateur sur France Inter. Je me souviens très bien, en novembre 2008, au plus fort de la crise des subprimes, au moment où la crise des subprimes éclate, et immédiatement après, qui dit, mais c'est la fin du néolibéralisme, c'est fini. L'époque de Thatcher et de Reagan, c'est derrière nous. Maintenant, l'État reprend sa revanche. On a affaire à une réhabilitation du rôle de l'État. Ce discours-là, en fait, a duré quelque chose comme à peine 6 mois. 6 mois. Il y a des gens qui l'ont relayé, y compris d'ailleurs Sarkozy, y est allé de son petit couplet sur la moralisation nécessaire et indispensable du capitalisme financier, mais il faut se rendre compte de ce qui s'est passé après. En quoi y a-t-il eu une correction ? En quoi les États sont-ils intervenus pour corriger la trajectoire suicidaire ou la trajectoire désastreuse qui avait été prise ? En rien, en rien. Ils ont continué de plus belle, dans les dispositifs pratiques aussi bien d'ailleurs que dans les discours, et le résultat, c'est sans doute une nouvelle catastrophe qui se prépare. Donc à cet égard, il n'y a aucune leçon qui a été tirée. Aucune. Strictement aucune. Et il faut donc considérer que on n'a pas, encore une fois, affaire à un rapport qui serait de l'ordre de l'inspection intellectuelle, comme ça, à un gouvernant qui dirait est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre cette doctrine ? C'est pas ça du tout. Il y a un entraînement. Il y a des gouvernants qui ont joué un rôle d'entraînement par rapport aux autres, et les autres ont été plus ou moins amenés à inscrire leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs. Et c'est comme ça que, justement, quelqu'un comme Hollande peut être amené à justifier sa politique. Parce que sur la loi travail, il faut quand même vous souvenir qu'un journaliste, il a lui-même dit qu'il voulait apparaître dans la postérité comme quelqu'un de courageux, qui avait été exactement le même gouvernant que Schröder en Allemagne avec la loi Hartz IV, c'est-à-dire une loi qui est précisément une loi de déréglementation et de flexibilisation du travail. Donc au contraire, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire, ben voilà, il faut que je sois à la hauteur de mon rôle parce que j'incarne la continuité de l'État. Bon, et c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant, mais en réalité, ça se comprend, compte tenu de la trajectoire, compte tenu encore une fois de la force des intérêts. Donc voilà, tout ça, ça joue, et je crois que sur la question de Friedman, bon, le prix Nobel là, de Friedman, bon, je dis pas que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, mais c'est accessoire relativement au rôle de Friedman. Voilà. Bon, il y avait d'autres questions qui avaient été posées. Ah oui, une question qui m'avait été adressée directement, c'est pour ça que j'y pense tout d'un coup, c'est la question de la formule « gouverner contre l'État ». Alors bien sûr, c'est une formule qu'on a utilisée de façon très provocatrice. Donc c'est très bien que vous ayez posé cette question-là, et j'ai moi-même fait l'opposition entre gouverner par l'État et gouverner contre l'État. Alors la première question peut-être qu'il faut poser, c'est quelle est la réalité du fonctionnement de l'État aujourd'hui ? Donc il y a deux choses. Il y a un niveau qui est assez abstrait, sur lequel on est en train de préparer un autre livre, qui est la question de savoir ce que représente l'État en lui-même, hein. Donc du point de vue de l'histoire de sa constitution, et en particulier l'histoire de la constitution de l'État moderne, à partir de la monarchie absolue, etc. Bon. Et c'est toute une réflexion sur la souveraineté. Voilà, le prochain livre portera sur la souveraineté, l'État-nation, le nationalisme, l'internationalisme, etc. Et je prédis, et je crois que Christian ne me démentira pas, que ce sera un gros livre cette fois-ci, et pas du tout le petit livre qu'est le cauchemar qui n'en finit pas. Mais je dis ça simplement parce qu'il y a deux niveaux donc qu'il faut dissocier. La question de savoir ce qu'est devenu l'État. Alors à ce moment-là, c'est une question qu'il faut en effet prendre à bras-le-corps, sans se raconter des histoires. Et l'État aujourd'hui est un État néolibéral. Il est devenu un acteur néolibéral. Il est non seulement devenu un acteur néolibéral, mais c'est lui qui a pris l'initiative souvent d'introduire les normes du droit privé dans les services publics. Et donc à cet égard, il faut faire une dissociation très claire entre la réalité actuelle de ce qu'est l'État, qui est devenu un acteur néolibéral, et d'autre part, l'idée qu'il y avait dans la notion de service public. Parce que beaucoup de gens ont un peu oublié, Christian et moi, puisqu'on est en train de réfléchir sur la souveraineté, on s'est replongé dans un certain nombre de textes, en particulier un juriste français qui s'appelle Léon Duguy, qui à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avait mis en forme cette notion de service public, et qui disait des services publics, les services publics sont des obligations positives de l'État. Et qui était l'un des premiers à dire que la notion de service public positivement comprise est incompatible avec le dogme de la souveraineté de l'État. Parce que si l'État a des obligations positives à l'égard des citoyens, il n'est pas souverain. Ça, c'est remarquable. Pour moi, je considère que c'est remarquable. Parce que ça implique de faire une distinction entre la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire. Tout le livre, justement, le petit livre, le tout petit livre qui s'appelle Cauchemar, ce livre-là est
entièrement, enfin en grande partie en tout cas consacrée à établir justement que ce contre quoi le néolibéralisme est parti en guerre, c'est contre la souveraineté populaire. Dès le début, Hayek a dit la démocratie n'est pas une valeur en soi, la démocratie c'est une procédure technique de désignation des dirigeants. On ne peut pas imaginer une dévaluation, une dévalorisation plus grande de la notion même de démocratie. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui n'hésitent pas, qui peuvent ne pas hésiter à enrôler le dogme de la souveraineté étatique au service de la logique du néolibéralisme. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ne pas se faire leurrer par le positionnement d'un Trump ou de, comment s'appelle-t-elle Theresa May. Oui, Theresa May. Bon. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du positionnement là-dedans. Mais il y a fort à parier qu'avec ce genre de personnes, on n'aura pas moins de néolibéralisme, mais encore plus de néolibéralisme. Et en particulier, il annonce la couleur concernant la question de la réduction des impôts pour les plus riches, hein, le détricotage de l'Obamacare. Bon, et ça va aller en s'aggravant de ce point de vue-là. Donc il ne faut pas se dire comme ça, ah, le Brexit, ils sont sortis de l'Union européenne. L'Union européenne était ordolibérale dès le début, donc c'est une rupture avec le néolibéralisme. Ça, c'est alors là un raisonnement complètement simpliste et on court à la catastrophe si on commence à raisonner dans ces termes. On va avoir des gens qui vont avoir des discours nationalistes, xénophobes et qui vont travailler à renforcer la logique du néolibéralisme. Précisément parce que d'un certain point de vue, la concurrence ne concerne pas uniquement la sphère de l'économie, mais elle concerne aussi la vie des individus et elle concerne aussi les relations des secteurs d'une même société entre eux. Et justement, le néolibéralisme attise la concurrence entre les identités. Donc la concurrence identitaire sur le marché du néolibéralisme est une concurrence qui sert complètement la logique de ce néolibéralisme et pas du tout quelque chose qui vient en contre, qui vient s'opposer. Donc au contraire, ça contribue à la diffuser très très largement. Et puis, bon, je sais pas, dernière chose, j'étais en train de réfléchir, non, oui, la logique participative, oui, tout à fait, oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans la mesure où c'est toujours à partir des initiatives prises par en bas que les choses commencent à changer. J'y crois très profondément et donc je crois que de ce point de vue-là, alors le fait que ça vienne d'en bas ne dispense pas de chercher éventuellement des relais institutionnels ou même ne dispense pas de la tentative ou du travail qui consiste à créer de nouvelles institutions. Et j'aurais tendance à penser justement à la question des communs comme une question qui invite à la création pratique de nouvelles institutions. Et en effet, ça me paraît être quelque chose qui peut valoir à titre d'alternative à cette logique néolibérale, précisément parce que, comme vous l'avez dit, cette logique travaille à la déconstruction du lien social, et le seul moyen de le refaire ou de le reconstruire, c'est précisément de le faire à partir d'expérimentations pratiques qui mettent au cœur la constitution de nouvelles institutions. Voilà. Les institutions du commun, ça existe, bon, on s'en est rendu compte, ça existe en France, bien sûr, et vous avez eu raison de faire référence à des exemples français, mais ça existe partout dans le monde. Partout. Dans tous les pays, on a rencontré des expérimentations de ce type, que ce soit en Italie avec l'asilo à Naples, ou que ce soit le bâtiment 7 à la Pointe Saint-Charles à Montréal, 35 hectares qui ont été occupés par des habitants et qui ont été transformés en centre multifonctionnel autogéré, et la victoire a été obtenue il y a 1 an. Voilà, avec, ça c'est une institution, c'est la création d'une nouvelle institution. Voilà, il me semble que en effet, c'est une voie extrêmement prometteuse qu'il faut explorer et systématiser pour construire, pour travailler à construire une alternative à cette logique infernale. Merci. J'essaie de faire le lien entre deux questions restantes. La question, il y a monsieur qui a évoqué Bauman, je crois, donc Zygmunt Bauman, et le sentiment d'insécurité, l'analyse du sentiment d'insécurité, voilà, en lien peut-être avec celle de Giddens. Donc, en quoi est-ce que les communs, effectivement, peuvent être une réponse à ce sentiment d'insécurité que les sociologues ont observé à partir des années 90, à travers la flexibilité des rôles, etc. Et on peut faire peut-être le lien, ça sera le mot de la fin, avec Stigler. La thèse de la disruption de Stigler, effectivement, il y a un effet négatif du progrès technique qui est de plus en plus rapide et qui va perturber le quotidien donc, des individus, à la fois citoyens et consommateurs. Est-ce que voilà, sur ce dernier point, vous voulez répondre? Comment? Il parle d'un monde sans monde. Alors, oui. Sur le sentiment d'insécurité, la réponse des communs. Oui. Donc, oui. Vas-y. Oui, je pense que on va pas prolonger trop longtemps la séance. Pierre a fait, avec son art remarquable de la synthèse, le tour de 8 questions. Bon, donc
Non. Je n'ai plus grand-chose à dire. Quelques précisions. Le prix Nobel, c'était la question, c'est quand même quelque chose aussi de l'ordre de l'imposture, puisque c'est un prix tardif et c'est le prix de la Banque de Suède. Donc, évidemment, il y a quelques biais, si je puis dire, dans les choix. Je noterai quand même ceci de remarquable, c'est qu'en 2009, cette Banque de Suède, ce jury de la Banque de Suède a accordé son prix à Elinor Ostrom, qui est l'une des grandes théoriciennes américaines des communs, des commons, et qui est une référence extrêmement importante pour tout le mouvement des communs dans le monde entier. Et donc il y a quand même quelques exceptions notables et qui invitent à relativiser un jugement trop global. Il y a une question qui a été posée sur la fin du néolibéralisme. Pierre a dit des choses essentielles, mais il y a quand même une chose tout à fait étonnante, c'est autour de Trump. La façon dont, en effet, certains y voient, et ont vu dès le lendemain de l'élection, le retour du keynésianisme. Du fait même de l'engagement de Trump à lancer des grands travaux d'infrastructure. On est là, si vous voulez, dans ce que j'appelais l'action politique, la fonction politique du bloc oligarchique dans sa fraction médiatique, qui joue un rôle d'enfumage systématique depuis très longtemps, et qui consiste à faire croire que ce qui est de l'ordre de la réactivité, il y a une dimension de ressentiment très très puissant dans l'élection de Trump, à faire passer ça finalement pour un post-néolibéralisme et finalement pour quelque chose de positif. C'est tout à fait étonnant. Après avoir dénigré pendant des semaines et des mois Trump, de lui trouver soudainement des qualités. Donc il y a quelque chose qu'il faut interroger là-dedans. Comme si, d'une certaine façon, il fallait toujours, d'une certaine façon, je dirais, prolonger le néolibéralisme en annonçant sa fin. Et donc empêcher, désarmer, en réalité, les gens. C'est-à-dire tous ceux qui pourraient se mobiliser contre ce qui est en train de se produire. En réalité, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la poussée d'un national-populisme néolibéral, si je puis permettre cette formule, c'est-à-dire, effectivement, quelque chose qui est apparemment contre le système et ses effets, mais qui en réalité va l'accentuer. La première annonce qui aurait dû être prise plus au sérieux, c'était le fait que Trump veut démanteler non seulement l'Obamacare, mais la seule mesure de régulation du monde de la finance, la loi Dodd-Frank, et que le premier effet que ça a eu, ça a été une formidable montée en bourse des valeurs bancaires. Et si un journaliste sur France Inter, que je ne nommerai pas non plus, peut dire que ça annonce la fin du libéralisme, il y a là quand même quelque chose d'assez osé. Bon. Alors donc il faut peut-être plus écouter France Inter, mais bon, faut peut-être écouter d'autres choses. Alors voilà, bon. Sur Stigler, il y a plein de points d'accord. Hein, simplement peut-être une divergence sur la question de la place propre de la rationalité technique. Voilà. Donc il a tendance à lui conférer de mon point de vue, hein, pas du point de vue de Christian, je ne sais pas s'il a un point de vue particulier là-dessus, mais de mon point de vue, à lui conférer une logique autonome qui, me semble-t-il, n'est pas toujours très justifié. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, il y a une logique propre de la technique, mais je ne verserai pas dans le discours néo-heideggerien qui consiste à dire qu'il y a une logique de la technique qui s'impose à tout, aux institutions politiques, à la démocratie, etc. Et je pense qu'à cet égard, la technique, y compris dans ses formes les plus nouvelles, est un terrain de lutte. Ce n'est ni un instrument d'émancipation, ni une logique diabolique. Voilà. Donc il y a un petit point, une nuance sur cette question-là. C'est bon. Arrêter là. Merci. Oui, c'est une nuance très importante. C'est très important. Je trouve. Mais c'est très bien de finir. Très bien. Je pense. Ça permet de se On a essayé de le faire venir d'ailleurs. Il est tellement surbloqué que personne.